je vais commencer simplement en disant, donc du coup, bienvenue dans cette discussion martiale. Aujourd'hui, dans le coin gauche, nous avons Julien Boucher, 26 ans. Julien, tu es Kurohobi Menkyo Shoden, Ouais, c'est ça. premier dan, Ouais, on va dire c'est. ceinture noire. J'ai vu que c'était Koku. Désolé, je suis vraiment désolé. On vient des arts martiaux coréens, nous. Toi, tu peux Ouais, voilà. Nous, s'il n'y a pas du Mnida ou le truc comme ça, on ne sait pas faire. Ouais, c'est vrai que c'est pas les mêmes termes pour. Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Même la prononciation, c'est. Est-ce que toi, tu peux le dire parce que j'aurais bien aimé le dire pour toi, mais vraiment. C'est Kokusai Okinawa Shorinji Ryusei Shinkan Karatedo Renmei. Wow. Voilà. Okay. Rien que ça. Voilà. Diplômé du coup donc en shiatsu et en qigong. Ouais, Qigong, c'est pareil, c'est ça? Alors le shiatsu, c'est un art de digitopressure. Donc on travaille avec les pouces sur les méridiens, les mêmes points d'acupuncture. Et le qigong, c'est du travail énergétique qu'on retrouve vraiment en Chine, qu'on retrouve dans les parcs chinois, quoi, le grand. Ouais, le qigong. Juste en dessous de moi, là, il y a la maison du qigong. Ah ouais? Je ferai de la pub aussi parce que c'est une copine. Elle a pris une salle, elle a fait une salle entièrement, elle est magnifique sa salle. C'est une salle en arche comme ça. C'est joli. C'est trop petit pour faire du sabre. Une cave, tu sais, comme j'habite à la Croix-Rouge, dans un quartier à Lyon, dans un quartier un peu ancien, il y a des jolies caves comme ça. Et donc, du coup, toi, ton métier, c'est d'être producteur, réalisateur donc, de vidéos sur le thème des arts martiaux. C'est ça. Via donc, ta chaîne et via ta société, l'activité de Ronin Martial Production. C'est ça. Je pense que tu commences à être assez connu, donc pas trop d'étoffer, les gens savent qui tu es. Voilà. Du coup, tu es aussi un influenceur maintenant, ça se dit ça, on peut dire. Ouais, c'est vrai. Tu as passé l'abonné. Hein. Oui, c'est vrai que ça se dit. T'es influenceur arts martiaux. Ouais, voilà. Et un petit peu fitness. Hein. Ouais, un peu. Sponsorisé MyProtein et tout. Ouais, voilà, ouais. Donc, tu as plus de 11 000 abonnés sur YouTube. C'est toi le gars du game, là. C'est toi. Sur les arts martiaux. Tu as aussi plus de 500 abonnés sur Instagram, ce qui est pas mal. Hein. Ouais, c'est sympa, ouais. Donc, toi, ton but sur ta chaîne, c'est de promouvoir les arts martiaux traditionnels, la tradition du Budo au travers de tes vidéos, de découvrir la culture martiale et tout ce qui l'entoure, de motiver les gens dans leur pratique et dans leur vie quotidienne et de partager la passion des arts martiaux et de la vidéo. C'est ça. C'est rien que ça. Voilà. C'est un petit but. Tu fais bien, c'est bien. Ensuite, donc, par contre, ton plat préféré, c'est l'omelette, et ça, j'ai pas compris. Pourquoi t'as pas compris? Il y a les protes. Ouais, c'est ça. Parce que pour les muscles. Et ton film préféré? Alors là, je suis trop d'accord avec toi, c'est Rocky Balboa, donc Rocky 6, le dernier. Ouais. Il est très bien. Ouais, il est super. Je suis fan de Stallone, donc. Ouais, franchement, ouais. On partage ça, alors c'est cool. La saga Rocky, elle est excellente. Ouais, c'est. Les mecs d'arts martiaux, s'ils n'aiment pas Rocky, c'est comme les geeks qui n'aiment pas Star Wars. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Moi, je prends pas d'abonnés qui aiment pas Rocky, moi. Ouais, c'est normal. On les refuse. C'est la seule question, quoi. Tu mets abonné. Voilà. Il y a une question. Ouais, c'est ça. Ta technique préférée, c'est le Do Geishi. Ouais. Tu peux nous dire? Alors, le Do Geishi, c'est une projection. Alors, c'est difficile à expliquer comme ça, mais par exemple, sur une. Tu vois, sur un Tsuki, tu vois un coup de poing direct, tu vas rentrer dans l'attaque et tu vas on va dire, le déstructurer pour qu'il tombe. Mais voilà. Alors, dit comme ça, c'est compliqué à comprendre, mais voilà, c'est une amenée au sol, on va dire. Tu peux le faire en sous-témi aussi. Voilà. Ouais, carrément, c'est ça. Ça y est, je me sens exclu. Comment ça parle? Du coup, j'essaierai de trouver une vidéo de Dogeshi peut-être pour l'intégrer. Ouais, bah j'en ai fait une sur ma chaîne où j'explique le principe. Et ben voilà. Donc l'incrustation de la vidéo de Julien. Voilà. Tu m'autorises à te pirater ou pas? Parce que si je pirate du contenu intellectuel, hein. Quand j'ai pris vos génériques l'autre jour, je me suis dit, je vais me faire engueuler. C'est vrai. Mais j'ai déposé plainte. Hein. T'as eu raison. Bon. Elle n'est pas encore en public. Ah, c'est pour ça qu'elle a été refusée, ma plainte. Ah, t'es comme ça, toi, tu portes des plaintes. Je suis américain. Donc, du coup, bah, c'est tout ce que. Est-ce que tu as d'autres choses à déclarer pour ton. Ta défense. Pour ta non. C'est tout bon, c'est très bonne présentation. Ah, je te remercie. C'est à ton tour alors. Alors,
Alors, je vais essayer de faire aussi bien. On aurait l'impression d'un speaker d'un combat. Alors, du coup, si c'est pour tout le monde, moi, il est en dessous, il est en bas. Donc, je vous présente, il commence pareil, à être bien connu. Ben, plus connu sous le nom de Ben Mudo, c'est ça, hein? C'est Le ça, ouais. Mudo. Hein. Mudo, ouais. 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 Donc, tu as 25 ans. Ouais. Tu es troisième dan de taekwondo, premier dan de Yosekan Budo. Ouais. Ta profession fonctionnaire territorial. Ouais. Et donc, comme nous, tu as une chaîne YouTube. Et l'objectif de cette chaîne, c'est la vulgarisation du monde des arts martiaux pour faire découvrir et promouvoir ces derniers aux personnes qui pratiquent ou non. C'est ça? C'est ça. Ouais. Aider les gens dans leur pratique via des petits tutos et des podcasts. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Ouais. Et après, ton plat préféré, c'est les spaghettis bolognaises. Ah, j'ai hésité. Hein. Ah ouais, ça a été dur. Ouais. C'est un choix difficile. C'est pour ça que j'avais marqué choisissez-en un seul, s'il vous plaît. Ouais. Parce que sinon, j'aurais écrit un livre de cuisine, quoi. Pour un prochain live. Voilà. Ton film préféré, Star Wars. Ouais. Lequel? La saga ou il y en a un en précis? Si tu dois en choisir un. Si je dois en choisir un, c'est n'importe lequel, sauf ceux faits par Disney. Ok, ouais, je comprends. Je valide le choix. Voilà. Non, moi je trouve que dans les modernes, là, le meilleur Star Wars, c'est quand même le Mandalorian. Ouais, alors la série est excellente. On va pas entrer dans le débat parce que vous allez me chauffer, ça va durer 1 heure. On fera un live. En gros, je vais pas cracher sur tout ce que Disney a fait. Je trouve que c'est pas mal en dehors de la suite de la saga officielle où ils auraient pu faire autre chose ou ne pas y toucher. Ouais, c'est vrai. On fera un live Star Wars pour. Ouais, voilà. Live Star Wars, donc vendredi 27 à 21h si vous voulez, la semaine prochaine. Alors là, le nom, moi je vais le dire en japonais, je te laisse le dire en coréen. Ta technique préférée, c'est Lyoko Tobigiri. Oui, c'est ça. C'est Chiu Yokchagi. D'accord, ok. Et pareil, j'ai hésité. Ouais. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile de vraiment avoir une technique préférée. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu le. En fait, ça fait partie du logo de mon club, cette technique-là, et du coup, c'est un peu une technique signature. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Quoi. Ouais. Bien. Ouais, c'est vraiment une technique très vue sur tout ce qui est les écoles de taekwondo. C'est très. Ouais. J'ai une anecdote, mais j'ai mon père qui avait fait. Il avait pareil, le Tio Yopchagi avait une super photo. Mais à l'époque, c'était en argentique, enfin le truc à l'ancienne. Ouais. Quoi. Mais du coup, il était en contre-jour, mais ça faisait un truc avec des cheveux qui partaient n'importe comment. Mais ça rend encore mieux quand c'est avec des vieux appareils photo, je trouve. Ouais, il y avait un côté classe. Hein. Il avait fait des t-shirts en Corée pour son club avec ça. Ah ouais? Et donc, du coup, il revient en France et puis il repart en Corée à un autre moment. Et puis il croise des mecs qui ont sa tronche, son coup de pied. Ouais. Les Coréens, tu vois. Et les mecs, en fait, c'est juste le gars qui avait qui avait fait le t-shirt, il en avait gardé l'image et puis il a reproduit après, quoi. Ça ira pour les autres, quoi, parce qu'en fait, on voit pas sa tronche. Donc c'était marrant. C'est le logo aussi de la fondation de Bruce Lee que sa fille a la fête, c'est un Yoko Tobigiri aussi. Oui. Ouais. Avec la silhouette de Bruce Lee. Ouais, c'est le logo, ouais. C'est la grande classe. Comme ça, c'est la première technique que tout le monde veut maîtriser hein, dans le taekwondo. Comment? C'est la première technique qu'on veut faire dans le taekwondo au début. Quand on arrive, on veut sauter et bam. Ouais, mais c'est effectivement un peu la particularité du taekwondo, c'est les coups de pied sautés. Mais on pourra revenir vers là, mais effectivement, il y en a beaucoup qui aimeraient le faire. C'est pas si compliqué, il faut juste comprendre la trajectoire. Ça demande du travail, comme tout, en fait. Oui. Ouais. Donc, c'est à moi de présenter Franck, on est d'accord? On est d'accord. On garde les vieux pour la fin. Avec 10 ans de plus que vous, j'hallucine. 11 ans, s'il te plaît. 11 ans. Comme dans les cours d'école, c'est même ennemi, ça compte. Et niveau barbe, je peux pas te rattraper. Hein, Non, tu peux pas. Bah, si, quand je serai un vieux maître aux cheveux blancs, j'aurai que les cheveux blancs, j'aurai pas de cheveux voilà, comme dans les vieux films chinois avec la longue moustache là. J'aurai 2 poils de moustache très longs.
Comme les poissons-chats. Il faudra quand même s'approcher bien s'approcher pour les voir. Ouais. Alors, donc, comme on le disait, tu as 36 ans. Ouais. Et tu es 3e dan de Aidong Gumdo, je prononce bien. Aidong Gumdo, ouais. Aidong Gumdo. 3e dan de Hapkido Ankido. Ouais. Et 1er dan de Taekwondo. Tu en profession prof de sabre. En tout cas, tu essayes, tu as mis entre parenthèses. Puisque tu commences à vouloir en vivre, je suppose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était le projet un peu avant le confinement, là. Mais ça va, Donc, j'ai des élèves qui me soutiennent. C'est cool, tant mieux. Donc tu as 2 enfants et le thème de ta chaîne, c'est la motivation et une vision des arts martiaux non violentes. En fait, essayer de promouvoir une vision un peu différente que celle qui est peut-être, comment dire, promue, peut-être promue. Ouais, celle qu'on voit un peu plus sur les réseaux sociaux et sur les. C'est ça, par d'autres médias. Et ton plat préféré, c'est le burger. Ouais, je suis pas du tout tradit là. Ton film préféré, c'est du coup Ton des Bois. Qu'est-ce que c'est? Ton des Bois? Non. Ah, mais du coup, j'ai marqué, c'est une correction de ton téléphone là. Ouais, c'est Robin des Bois en fait. Ah, Robin des Bois. C'est celui avec Kevin Costner. Là. Oui, ok, je vois vieux, tout à fait lequel. Freeman, il est super celui. Et avec Alan Rickman aussi, là, avec Rogue. Oui, Rogue. Qui joue le rôle du. Ta technique préférée, c'est, tu me corriges encore si je prononce mal, Chimsang Gum Bop. C'est une forme de ça. C'est une forme. Une sorte de kata, quoi. Ouais, voilà, c'est comme un kata, un pumsé, combo. Donc c'est un enchaînement en fait. Moi, tu vois, j'ai pris une technique, je prends un enchaînement comme ça. Ouais, t'es sûr d'avoir ce que tu veux dedans. Ah, mais c'est une forme qui est très très belle. Franchement, ça fait des années que je voulais l'apprendre et je l'ai appris il y a quelques années, un moment où j'avais besoin de l'apprendre et j'ai réussi à. Ah voilà, c'est directeur technique. Combien de formes enseigné. Combien de formes Oula, je sais pas. Enfin, je sais pas. Il faudrait que je compte. D'accord. Il faudrait que je compte parce qu'en fait, nous on marche par. Enfin, c'est comme une série quoi. Il y a des saisons. Donc. La première saison comporte 12 épisodes, elle s'appelle Sangso Gumbop. Donc Sangso Gumbop, donc il y a 12 formes qui sont plus ou moins longues. Et les 12 formes t'emmènent jusqu'à. Enfin, il y a 8 formes pour. Comme au Taekwondo, ils ont rétréci. Avant, pour être ceinture noire, il fallait connaître les 12 Sangso Gumbop. Et c'est pas facile. Plus Shimzang Gumbop. Donc, qui est un Gumbop qui signifie suivre son esprit, voilà, regarder la vérité. Et maintenant, en fait, il n'y a besoin que de 8 Gumbop pour être ceinture noire. Et ensuite, les deuxièmes parties, donc les 4 qui restent, plus Shimzang Gumbop pour le deuxième dan. Et ensuite, on passe sur Yedo Gumbop pour le troisième dan. Et donc, moi, j'ai fini Yedo Gumbop. Et depuis qu'il y a le confinement, je n'ai pas pu aller vers Bongu Gumbop, donc ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est compliqué. Je rate pas trop ce qu'il y a en avant parce que c'est tellement dur déjà de s'entraîner sur ce qu'il y a déjà. C'est-à-dire qu'il y a, pour rien qu'on m'entraîner maintenant, j'ai une trentaine de formes. D'accord. Donc il faut que je divise mon entraînement en 3 pour pouvoir les faire correctement. Quoi. Et c'est des formes qui ont des rythmes différents, enfin un peu comme les pumsé ou les katas, hein, des rythmes différents, des angles différents, des visions différentes. Et c'est assez compliqué. Mais je compte un peu tous les gumbop qu'il y a. Après, il y en a une soixantaine en tout. D'accord. Ouais, ok, quand même. Je vais me faire défoncer si je mets ça, je vais me faire défoncer par certaines personnes du Gomdo qui vont dire « Ah, il connaît même pas le nombre de formes. » Et je leur répondrai « Bah oui, je m'en fous. En fait, moi, je sais les faire, tu vois, donc j'ai pas besoin. » Et du coup, est-ce que vous, après, vous voulez travailler à deux, par exemple, des applications en combat ou... Ouais, en fait, non, pas du tout. À chaque Gumbop, en fait, le programme, il est bien fichu. On a... Trois trucs en fait autour des Gumbop. On a donc le Gumbop, on a le Palto Chacom. Palto Chacom, c'est le dégainé rengainé. D'accord. Qui est en fait un espèce de condensé du Gumbop où on travaille, où il y a les parties un peu spécifiques de ce Gumbop là. Et aussi c'est comme des Hanbon Gyurugi, c'est les Kyokkom. Donc c'est les phases de combat 1 contre 1. Et après on a une certaine liberté pour construire des Kyokkom pour intégrer les phases de combat du coup des Gumbop. C'est-à-dire que c'est plein de techniques, on n'a qu'à piocher, c'est à nous de construire des scénarios réalistes de combat pour pouvoir appliquer ces techniques. Et des fois, c'est intéressant parce qu'on peut travailler sur les aspirations, sur les déséquilibres, sur la surcharge, la déstructuration, tout ça. Ouais. Tout, ouais.
comme les katas, quoi. Plein de choses et travailler dedans, en fait. C'est un peu comme le kata Bunkai. Bunkai, c'est pour créer sa propre photo, en fait, pour pouvoir bosser sur ce que tu veux bosser. En fait, c'est qu'un outil. Hein. C'est comme. Oui. C'est complètement, ouais. Et voilà. C'est tout ce que tu avais à dire. Ah ouais, pour moi, c'est bon. Et ben, on enchaîne alors. Allez. On enchaîne. Donc, du coup, sur vos clubs, à peu près, vous avez donc tous un club. Oui. Toi, tu as un club ton père a un club, du coup. Ouais. Via l'école de ton père. Ouais, voilà. Qui se situe donc à Saint-Jean-en-Royan. Donc, c'est dans la Drôme. On est situé dans la Drôme, au pied du Vercors. Et donc, ouais, c'est un centre d'arts martiaux, donc le CEDRAM, Centre de recherche et de développement sur les arts martiaux. Et donc, ça a été fondé par mon père et ma mère. Donc, c'est vraiment un centre familial. En fait, tout le monde travaille, on va dire, dedans. Mon père est à la tête, ma mère l'assiste. Moi, j'aide mon père aussi. On est avec mon frère, on est ses assistants pendant les cours. Ta mère, elle pratique aussi? Elle pratique, ouais, aussi. Elle pratique surtout le Qigong. Ouais. Okay. Il y a ma femme qui pratique, il y a ma fille qui pratique. Il y a tout le monde. Quand mon frère vient à l'entraînement, il y a sa copine qui est sur les tatamis. C'est vraiment un truc familial, quoi. Il y a ma grand-mère qui pratiquait aussi. Donc, c'est... D'accord. Et du coup, toi, tu prends en charge des cours, du coup, dans cette école-là? Ouais, alors on a un cours enfant. Ouais. Pareil, là, il y a mon frère est là et tout ça, mais on avait vraiment chacun une bonne partie à faire, nous. Et moi, je suis en charge d'un cours le samedi matin, où l'année dernière, c'était un kata par mois. On travaillait un kata, l'histoire, la technique, les bunkai, l'interprétation, tout ça. Et cette année, on a changé, c'est une arme, plus ou moins, par mois. Mais là, pour l'instant, on est resté sur le bokken et sur le sabre. Donc là, c'est vraiment le cours que je suis chargé de prendre. C'est ça qui prend en charge. Du coup, vous avez quoi comme effectif Alors, un élève dans votre club? Alors, comme dans notre club, on va dire, alors nous, le club, c'est pas un terme qu'on utilise. Nous, c'est vrai, moi, je me force des fois à ne plus l'utiliser, mais ça revient. Mais ouais, on a une bonne centaine de membres. Ouais. Surtout dans un endroit où, à la base, ici, avec du judo. Avec du judo, il y avait eu un peu de karaté avant, mais il y avait surtout du judo. Et le dojo, c'était vraiment le lieu pour le judo, quoi. Même la mairie, les gens dans la conscience populaire, c'était la salle de judo. Et donc, progressivement, on a gratté, on a essayé de mettre en avant, non, c'est un dojo où tout le monde peut pratiquer. Dès qu'il y a un art martial, c'est la salle, on va dire, c'est le lieu de la pratique. Donc, du coup, ouais, c'est pas mal pour un endroit où il n'y avait pas de notre discipline. Ça commence à être un bon petit chiffre, quoi. C'est sympa. Surtout ce qui est bien dans les dojos, quand c'est comme ça que ça se passe, où c'est vraiment un lieu de rencontre, où vraiment les élèves prennent plaisir à venir apprendre, à suivre notre enseignement, mais ils prennent plaisir aussi à se retrouver. Ouais, donc c'est une des différences avec des boîtes, des clubs de fitness, par exemple. Ouais. Non. Tu consommes et tu repars. Là, on est vraiment que ce soit sur le terme associatif à la française ou que ce soit sur le dojo traditionnel. Ouais, voilà. Non, nous, avoir 2000 élèves, on s'en fout. C'est avoir un petit groupe soudé qui s'entendent entre eux et on marche et on évolue avec eux. C'est ça le but. Donc, des fois, ça arrive même que les élèves demandent la clé du dojo et disent, bon, on peut s'entraîner entre nous. Et bah, allez-y, go, quoi. C'est même cool, c'est même bien. C'est bien, ça. On n'a pas le droit de faire, nous, dans les villes, mais... Non. Mais il y a encore la confiance dans les endroits un peu moins petits, où il y a cette liberté, quoi. C'est cool. Oui, voilà. Ouais. On va dire la mairie nous donne énormément de confiance et de liberté. C'est vrai qu'en Asie, moi je l'ai vu en Corée, hein, mais le dojang ou le dojo, c'est un lieu social surtout. Un lieu où tout le monde vient, où la famille vient, c'est un lieu d'éducation. Avant d'être une pratique de sport. Pour se défouler ou pour avoir une santé physique, quoi. Carrément. Il y a le nombre de fois qu'on a eu des élèves qui viennent avec leurs enfants, les enfants dessinent sur le côté, ou les femmes des pratiquants viennent, discutent entre elles. On essaye vraiment de garder cet esprit-là, un peu comme à Okinawa, où le dojo, c'est un lieu de rencontre, de famille. Et voilà, donc
C'est pour ça qu'on a instauré pas mal d'événements aussi dans l'année. Par exemple, bon, bah là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Mais normalement, chaque année, depuis maintenant 20, quasiment 20 ans, chaque année, on fait le Bonenkai. Le Bonenkai, c'est le repas de fin d'année où en fait, tous les élèves se réunissent et on mange tous ensemble. On met une bâche sur les tatamis et on mange. Voilà, c'est le Noël du dojo en fait. C'est trop bien. Ouais, c'est un moment, c'est trop bien. Moi, petit, j'adorais ça. C'était mon premier Noël. Après, il y avait le vrai Noël, quoi. C'est pareil, quoi. Tu manges avec la famille d'eux et après, tu manges avec vraiment le. C'est vraiment en dehors du tapis que se construisent je trouve, les affinités des gens, quoi. Oui. Parce que dans l'entraînement, finalement, on échange la transpiration, la technique, voilà. physique, etc. Mais l'expérience, ce que fait qu'une armée va être soudée, va pouvoir aller au combat ensemble en se faisant confiance, c'est aussi ce qui se fait en dehors, quoi. Carrément. Le lien. Et toi, du coup, Benjamin, ton club, raconte-nous. Type, âge, taille, poids, on veut tout savoir. Moi, mon club, il est donc à Strasbourg, dans un quartier qui s'appelle le Neudorf. C'est un quartier qui est très proche du centre-ville. Il y a beaucoup de familles et aussi beaucoup d'étudiants qui sont dans ce quartier. Donc, en fait, j'ai pas mal... les familles, le fait qu'il y ait des familles, ça va pas mal me remplir la salle avec des enfants. Et les étudiants, c'est presque ce qui remplit le plus ma section adulte, quoi. Donc, par contre, c'est ce qui fait qu'il y a un turnover qui est très important dans le sens où un enfant, bien souvent, en moyenne, ça reste, je sais pas, 2 ans ou 3. Souvent, après, ils veulent changer, ils veulent faire autre chose. Pas tous, mais quand même la majorité. Et puis, les adultes... comme j'ai beaucoup d'étudiants, c'est pareil, souvent, c'est des personnes qui sont passage, qui sont là 2 ans, 3 ans. Et très, très souvent, quand j'ai des gens qui partent du club chez les adultes, c'est parce qu'ils quittent la ville, quoi. Donc là, par exemple, l'année passée, j'ai une ceinture noire qui est partie vivre. Elle a rejoint son copain qui vivait dans une autre région. Là, j'ai un membre du club qui préparait initialement sa ceinture noire cette année. Qui va rejoindre sa copine à Hong Kong. J'ai des gens qui changent de ville, j'en ai un à Bruxelles, j'en ai un à Montpellier. En fait, c'est difficile de garder les gens chez nous parce que le quartier où je suis fait qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants et de personnes qui ne restent pas là initialement, mais en général, on garde quand même contact. Et puis, comme tu disais avant, en fait, les liens se créent beaucoup en dehors du club. Donc moi, j'ai en moyenne, je sais pas, en moyenne, j'ai 70 élèves au total en comptant les enfants et les adultes. Bien. À peu près moitié-moitié, quoi. Hein, à peu près autant d'enfants qu'adultes. Ah ouais, bon, bien. Et en fait, en temps normal, j'ai 4 créneaux par semaine que je donne le soir, en semaine, en plus de mon travail, quoi. Je suis le seul prof. Et puis voilà, que dire de plus? Oui, effectivement, quand je disais les affinités se créent beaucoup en dehors du club, c'est aussi, je pense à nous en tant que prof, de réussir à créer un petit peu des occasions comme ça. Et il y a un truc tout bête. Alors moi, autant il y a des choses assez classiques, par exemple le dernier cours avant Noël, t'invites un peu tout le monde, histoire que chacun ramène des gâteaux, du jus, etc. Ça, c'est un petit peu normal, ou la fin de saison. Par contre, très régulièrement, après le cours adulte, on sort et on se regarde, on va boire un verre, tu vois, puisqu'on est dans un quartier où pas trop loin, on peut choper des bars ou des choses comme ça. Et puis moi, souvent, je vais avec eux. Alors, si je suis fatigué, je rentre, parce que je travaille quand même tôt le matin. Mais quand même, souvent, effectivement, on arrive à se regrouper comme ça. Et puis, notamment quand les gens sont gradés, il y a un noyau dur un petit peu plus soudé, puisque les gens sont là depuis plus longtemps. Alors, on se connaît mieux avec le temps. Mais voilà, quoi. Et effectivement, c'est un club où je ne propose pas aux gens de faire de la compétition, puisque je ne suis pas contre la compétition. Mais c'est pas là où moi j'en suis, c'est pas ce que moi je recherche, et du coup j'ai pas envie de proposer un truc que moi je ne recherche pas aux autres. Même si je suis quand même passé par là, j'ai quand même fait de la compétition moi aussi. D'accord. Mais en fait, sur Strasbourg, il y a quand même pas mal de taekwondo, et si les gens veulent faire de la compétition,
il y a de l'offre ailleurs, et autant qu'ils aillent dans une structure où les gens vont être spécialisés dans la compétition. Moi, je vais proposer quelque chose de très différent, en fait. Ça a beau s'appeler taekwondo aussi, ce sera différent, ce sera pas pareil, quoi. Donc, voilà, j'essaie d'avoir une approche un petit peu plus... Alors, les termes riches ou complètes ou traditionnels, souvent, ça va être utilisé à tort dans le sens où les gens vont croire que je propose quelque chose de supérieur. C'est pas le cas. Je propose plus de polyvalence, on va dire. Mais après, quand on est polyvalent, ben, on est moins spécialisé. Donc, je vais dire ça parce que sinon les gens ils disent c'est du loisir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est sportif ou loisir. Enfin, c'est ce que j'ai déjà dit. On est considéré quand on fait pas de la pratique, quand on fait pas de la compétition, on est considéré comme étant des pratiquants loisirs. Moi, personnellement, effectivement, c'est un gros loisir, quoi. Mais je fais pas de compétition. Par contre, je m'entraîne, je crois, plus que quand je faisais de la compétition. En tout cas, au moins autant. Et du coup. Le terme, effectivement, il n'est pas tout à fait adapté, mais après, pour certains, c'est vrai. Certains viennent dans ton club pour faire du loisir, pour bien faire sûr, quelque chose. Là, je parle de moi. Il y a des gens qui, effectivement, font du pur loisir, quoi. Il y a des gens qui font du pur loisir. Les enfants, en général, bah, ça va être du loisir, même s'il y a des enfants qui restent quand même assez longtemps. J'ai des enfants qui sont là depuis quelques années, qui s'investissent de plus en plus. Mais voilà, moi, je vois ça comme... J'aime le fait que le taekwondo, en réalité, c'est très complexe. Ça ressemble beaucoup au karaté. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus travaillées dans la plupart des clubs. Je trouve ça dommage parce que moi, je l'ai appris comme ça. Et du coup, je l'ai appris de manière complète. Je vais bien. Et puis voilà, je vois ça comme un super outil qui aide à l'éducation d'un enfant. C'est pas suffisant, mais ça aide. Et puis, c'est un super outil aussi de développement personnel, je trouve. Carrément, complètement d'accord. Les grades, pour moi, c'est les grades. J'avais fait une vidéo à ce sujet où je dis que c'est pas là pour mettre une hiérarchie en place, pour dire voilà, lui c'est le chef, lui c'est le grand chef, lui c'est le sous-chef, etc. Pour moi, c'est personnel et c'est un moyen de mettre en place une évolution qui est structurée. Et puis, on va essayer de franchir différents paliers pour voir à quel point nous, dans notre propre pratique, on arrive à progresser. Carrément d'accord. Ouais, complètement d'accord. De toute façon, je crois qu'on est tous d'accord. Ça sert à rien de faire une vidéo, on est d'accord sur pas mal de points. Ouais, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci. Voilà, vous avez compris, on est tous les trois d'accord. Allez, bonne soirée. Vous venez de regarder 30 minutes de vidéo inutilement. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis en plus, on va faire un parallèle sur la compétition. La compétition, dans ta pratique, ça va durer un seul temps. Tu peux passer par là, mais ça dure qu'un temps. Et c'est pas, voilà, si tu veux avoir une pratique complète, elle va durer toute ta vie. Donc, elle t'aide à te former quand tu es enfant. Elle t'aide aussi à bien vieillir quand tu vas être plus ancien. Puis, elle t'aide à aborder l'âge aussi quand tu as besoin d'aborder l'âge adulte. C'est une pratique complète. Encore faut-il le voir comme ça. Voilà, ouais. On a perdu Ben. Il est passé dans un tunnel. C'est ça. Il va appuyer dessus, comme ça, moi, c'est fait. Voilà. Du coup, j'ai parlé de moi, parce que comme ça change. Voilà. J'ai fait le tour, en fait, des clubs. Ton club, tu l'as monté il y a combien de temps? Moi, ça fait 10 ans que j'ai monté mon club. Ça fera 10 ans l'année prochaine. En 2011, ça fera 10 ans. 2021. D'accord. Il faudra fêter ça. Hein? Ouais, on va fêter ça si on n'est pas confiné, toujours en 2021. Ouais, on fêtera ça. Ouais, ça marche. Ouais, je l'ai monté. Du coup, moi, j'ai maintenant une centaine d'élèves quand même. Un peu plus. Avec le confinement, si je sais pas trop. Le confinement est arrivé un peu trop. Mais en tout cas, je sais que j'ai 100 inscrits. Bien. Plus de 100 inscrits. Ce qui est cool. Ouais. En fait, c'était un de mes objectifs, moi, au début, en fait, d'avoir une centaine d'élèves. Je voulais que ça marche. Parce qu'en fait, le Edongando n'est pas du tout connu. Hein. Enfin, ça n'existe pas. Hein. Mais je me suis dit que ça pouvait être un bon outil. Et quand on le montre, le Edongando, on arrive à attirer des gens. Enfin, les gens viennent. Certains, d'ailleurs, Star Wars, tu vois. Bah oui. Ah bah ça aide. Hein. On utilise des sabres, etc. D'ailleurs, ça fait peur à beaucoup de mes collègues, de mes anciens collègues profs de Edongando. Quand le sabre laser est arrivé, c'est démocratisé, là, il y a quoi, 5 ans. Tout à fait. Ouais. Ça fait beaucoup peur. Oh mon Dieu, on n'aura plus d'élèves. Enfin, je sais pas. C'est pas le même public. C'est pas le même public. Les personnes qui sont intéressées par une pratique martiale ou sportive, je pense, vont quand même continuer à se diriger vers des pratiques plus... Moi, j'ai certains élèves qui venaient du sabre laser, par exemple, et qui disaient, au bout d'un moment, on avait marre de faire un truc uniquement récréatif. Et puis, il y en avait qui se prenaient vraiment un peu trop la tête dedans, en mode, ouais,
commencer à vouloir vraiment jouer du combat, avoir trop de relations avec du réalisme. Ouais. Parce que quand tu pratiques un sport, etc., ok, qu'il y ait un système de compétition, qu'il y ait un système de touche, qu'il y ait des règles, etc. Mais après, faut pas confondre avec un champ de bataille, quoi. Ouais, non. Bah non. Il y en a quand même qui arrivent. Moi, on m'a relaté des trucs assez hallucinants. Ouais. Il y a des concours Ça d'ego. dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Je pense que ce sera. Ça existera toujours. Voilà. Il y a ces dérives-là, il faut en parler parce qu'elles existent, quoi. Et à la plupart du temps, ça va se passer. Mais du coup, moi, j'ai certains élèves qui viennent pour approfondir un petit peu leur pratique. Ils ont commencé par une pratique ludique et ils voient ce qu'on fait. Et c'est aussi assez démonstratif et ludique. Donc, ils se disent, peut-être je pourrais approfondir en fait avec quelque chose de plus pas réaliste parce qu'on n'a plus de ça de nos jours, mais une relation quand même avec une certaine façon de se battre. Après, moi, sur mon effectif, j'ai pas mal, j'ai tous les âges en fait, vraiment. Parce qu'en plus, moi, j'ai la chance d'avoir des créneaux un peu partout dans Lyon, enfin un peu partout, dans 3 endroits de Lyon. D'accord. Et on est un petit peu Lyon et je me déplace pour pouvoir faire cours partout. Et du coup, je les prends à 8 ans, les enfants, et je vais jusqu'à 62 ans, là, ma plus vieille, plus ancienne élève. Doyenne. 62 ans. Voilà, doyenne, voilà. Et de plus en plus, en fait, je remarque que j'ai des gens de plus en plus âgés. Et je remarque de plus en plus en forme aussi. Ouais. C'est cool. Parce qu'il y a 10 ans, c'était compliqué d'avoir des gens de plus de 60 ans parce que ils n'étaient pas en la même forme. Et je pense qu'il y a une évolution de génération, une évolution de... Ouais. Non, mais carrément, c'est flagrant. Que les seniors arrivent en meilleure forme à la retraite et c'est bien. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Oui. C'est tout ce que je nous souhaite aussi. Oui, aussi, ouais. On a aussi 43% de pratiquantes. Donc, ouais, c'est bien. Ah oui. Pas loin de la moitié, et c'est vraiment un truc qu'on recherche. Et le don c'est pas mal pour ça. Ça permet aussi d'attirer pas mal de femmes, de filles, de mamans, de tout ça. Enfin, voilà. Après, nous, on a aussi, comme vous tous, hein, on a aussi beaucoup d'événements, beaucoup de moments dans l'année où on se rencontre, où on squatte beaucoup les bars à la fin des cours. De manière raisonnable, mais on y va souvent. Ouais. Mine de rien, c'est bien parce que ce qui fait que les gens viennent, on en avait parlé, il me semble, hein, ce qui fait que les gens reviennent, c'est pas nécessairement la pratique, c'est le groupe, c'est la communauté. Ouais, mais complètement. Un coup, j'avais dit à nos élèves que pour moi, un dojo, si quelqu'un n'a pas de famille, n'a pas d'enfant, n'a pas de frère, n'a rien de tout ça, ni même de Noël, quand il rentre dans un dojo, et si le dojo a cette bienveillance de famille, il peut trouver des frères, des grands-parents, vraiment une famille, un Noël, un anniversaire. Il y a vraiment un lien ultra social, quoi. C'est un lieu où au final, des fois, c'est même ce lien-là, ce rencontre humaine, qui est même plus importante pour certaines personnes que la technique. Oui. Il y en a, la technique est un prétexte pour venir et se réunir. Moi, quand j'ai fondé mon club, je me suis dit l'art martial, c'est un outil. Enfin, tu vois, c'est pas une fin en soi. Il n'existe pas tout seul. Si personne ne le pratique, il n'existe pas. Après, c'est un outil. Pour moi, vraiment pour moi, ce qui différencie un pratiquant d'un enseignant, c'est que l'enseignant, il a besoin de transmettre des valeurs. Chose à transmettre. S'il n'a rien à transmettre, prof de sport, coach sportif, c'est bien aussi. Hein, c'est une chose. C'est très très bien. Mais je trouve que l'enseignant d'arts martiaux, il a cette capacité-là à faire réfléchir les gens sur ce qu'ils sont, à apporter des valeurs à la société moderne. Complètement. Pour moi, c'est ce qui fait en plus que du coup, les arts martiaux ont encore un lien de nos jours, existent encore, alors que c'est des pratiques de champ de bataille ou de... Ouais, tout à fait. Ou de paysans, ou d'anciens temps. Donc du coup, pourquoi ça existerait de nos jours? On a des armes, on a des couteaux, on a des machins, des lacrymos. Bah oui. Encore, c'est parce que ça apporte ça en fait. Les arts martiaux, ils ont su évoluer avec leur temps. Et quand ils ont arrêté de devoir être sur des champs de bataille avec des armes ou de devoir se battre constamment parce que c'était Game of Thrones, du coup, voilà, tu vois la violence du truc, quoi. Ils sortent, c'est pas si tu rentres. Donc quand il n'y a plus eu ça de nos jours, ils sont transformés en fait. Il y a une transformation, ils ont dit mais attends. Oui, de toute façon, je pense qu'effectivement c'est évident. On ne fait plus vraiment la même chose qui était pratiquement. Non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les arts martiaux, comme je disais l'autre jour, c'est qu'on ne nie pas la violence, par contre. Ça, c'est important parce que des fois, on pourrait croire qu'à force d'être trop bienveillant, humaniste, etc., on se dit ouais, mais les mecs, c'est des bisounours. Ouais. Non. Non, c'est être réaliste. Tu vois, certains peuvent avoir ce discours, tu vois, moi j'en connais, qui vont se dire mais attends, ça c'est gentil,
c'est machin, ces trucs, etc. Tu souris tout le temps. Moi, je fais des vidéos de cuisine sur ma chaîne, donc à un moment donné, ou tu vois, ou de fun. Je fais pas de tuto, pas pour l'instant. Mais tu vois, moi, je suis pas là pour apprendre aux gens à se défendre sur Internet. Donc du coup, on pourrait croire qu'on est un peu trop gentil, quoi. Et en fait, non. La violence, on sait qu'elle existe. Tu vois. On est tous violents, basiquement. On est tous des animaux, on est tous des êtres humains. Complètement. On a tous ces pulsions en nous. Donc, mais dans les arts martiaux, c'est un système d'éducation, un système de développement personnel. On va pouvoir évoluer, avancer, tout en prenant en compte le fait qu'on peut être violent, que ça existe, et en apprenant à le gérer. Complètement, ouais. On nie aucune facette de l'humain, ni aucun masque, ni rien. On est. Alors, j'ai rien contre toutes les méthodes de développement personnel qui existent maintenant, qui sont en plein boom. C'est de plus en plus. C'est un peu un effet de mode, ouais. Ouais. Alors, il y a des grands hommes dans le développement personnel, Anthony Robbins, voilà, il y en a plein. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va suivre des cours d'arts martiaux, pour moi, va avancer peut-être plus vite sur la voie de développement personnel parce qu'il va être confronté à lui-même. Qu'une personne qui regarde que des lives de coach ou que des livres, il peut pas se confronter à ces problèmes. On va dire, moi, je suis quelqu'un de timide. Bon, d'accord, fais un kata devant tout le monde. Essaye, lance-toi. Et pour moi, les arts martiaux, c'est peut-être prétentieux, mais pour moi, les arts martiaux, c'est la plus belle voie de développement personnel qui existe. Je pense que c'est notamment... Je pense que c'est fiable sur le long terme aussi. Ouais. Surtout si quelqu'un fait ça longtemps, c'est quelque chose qui peut accompagner sur le long terme. Et c'est peut-être la différence avec les méthodes actuelles, quels que soient les domaines. Je trouve que de nos jours, en fait, ce qu'on veut, c'est pas des résultats ultra qualitatifs ou je ne sais quoi. C'est surtout des résultats rapides que les gens veulent parce que les gens veulent consommer, quel que soit le domaine. Hein. Oui, tout vite. Consommer tout ce qu'on fait très vite. Et par exemple, c'est pour ça que il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vont faire de la muscu, suivent des programmes de sèche intensive avec un coach qui va durer 3 mois, où les mecs, effectivement, il y aura une transformation physique impressionnante, mais est-ce qu'elle va durer dans le temps? Honnêtement, la plupart du temps, non, ça ne dure pas parce que, en fait, ils ont fait quelque chose où ils ont complètement chamboulé leur quotidien pendant 3 mois et c'est pas suffisant pour que ça devienne une habitude de vie. Et puis, en plus, je pense que les gens qui font ça, souvent, je sais pas, ça peut être lié à plein de choses, hein, ça peut être lié à des gens qui simplement sont mal dans leur peau ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que s'ils sont pas vraiment passionnés par la pratique sportive qu'ils vont faire, ça va pas durer une vie. Ça va pas durer une vie, ça va durer quelques mois, au mieux quelques années. Mais je pense que les personnes qui ont des choses comme ça, en fait, consomment ça. J'en ai déjà vu, j'en ai connu. Après, les consommateurs, ça fait aussi partie du truc. Oui. Chaque année, j'en ai qui viennent et qui s'inscrivent. Hein. Au moment qu'ils ont payé, ils viennent plus. Ils vont consommer leur reste. J'ai déjà eu une personne qui a payé, qui n'est jamais venue. Oui, c'est ça. Ouais, moi aussi. Ça s'appelle un don. Donc c'était leur rêve, ils ont payé leur truc et puis l'opportunité vient. Voilà. Mais même moi, je l'ai fait. Moi, passé un temps, je faisais un peu du Aikido. D'accord. Très très longtemps. Et j'avais commencé à faire ça. Et puis au bout d'un moment, je trouve ça cool, mais bon, pas plus que ça. Et donc du coup, maintenant, j'y suis plus allé. Enfin, tu vois, j'y suis plus allé. Pour y aller, moi, je n'ai pas envie. Et donc du coup, je m'étais inscrit à Aikido, j'avais fait 3 cours et puis c'était bon. Enfin, c'était un peu... Le Aikido, ça fait mal au genou quand même. C'était à genoux, c'est... J'avais fait la même chose avec du Jiu-Jitsu, mais c'est parce que le prof ne me plaisait pas beaucoup et puis je terminais tard mon travail. Mais du coup, en fait, soit j'arrivais vraiment pas à arriver à l'heure, soit si je pouvais peut-être y arriver en speedant comme un fou, mais comme j'avais vraiment pas de feeling avec le prof, je faisais pas beaucoup d'efforts, quoi. C'est vrai que ça y joue le feeling avec l'enseignement, l'enseignant, c'est plus important que la discipline pour moi. Oui. Après, pour en venir au truc consommation, développement personnel, etc., même sans aller sur le développement personnel, je trouve que même de nos jours, dans nos interactions sociales, on est vraiment face à des gens, dans le travail par exemple, on est face à des gens qui nient la violence en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le truc de dire, par exemple, si à un moment donné il y a une embrouille entre un salarié et son supérieur, il peut y avoir des échanges violents, mais en fait on ne sait pas comment gérer ça. Il peut y avoir des échanges de violence verbale, violence morale, etc. Et on ne sait pas comment gérer ça. Complètement.
Et quand il y a un souci, qu'il faut régler le souci, mais non, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit comme ça, mais tu l'as mal pris, c'est toi qui l'as mal pris, etc. On est dans toutes ces choses-là. Donc je trouve que même au-delà, les arts martiaux sont intéressants dans le fait de dire on peut être violent. Et la violence dans les arts martiaux, on le voit, elle n'est pas forcément physique. C'est-à-dire qu'on voit l'intention du partenaire avant de voir. Complètement. Avant de prendre son coup, en fait. Prendre le coup, c'est intéressant parce que ça te donne une indication. Si t'es pas KO, ça te donne un endroit où riposter. Ça te donne... Mais au moins, la chose, elle est faite. Tu vois, on rentre en contact physique, on sait. Quand on est en contact verbal, quand on est sur... tu vois, moi, dans mon club, par exemple, je suis vachement vigilant à tout ce qui est justement violence morale. Je suis hyper vigilant sur les petits groupes, tu sais, les noyaux du club qui se forment, les premiers cercles, etc. Moi, je veille constamment à ce que ces noyaux-là, régulièrement, ils éclatent pour pouvoir intégrer d'autres personnes. Donc, je violente pas les gens, hein, je leur dis pas éclatez votre noyau. Hein, mais il y a des règles en place qui fait que ils sont obligés de voir d'autres personnes. Et ça fonctionne. Comme je disais la dernière fois, mais on a fait un sondage l'an dernier et 100% des gens ont dit qu'ils étaient restés pour l'accueil et l'intégration. C'est tellement important. Et c'est tellement facile hein, d'aller parler au début d'année avec celui que tu connais depuis 10 ans, avec le nouveau qui arrive et qui est tout moche. Parce que forcément, quand tu connais pas quelqu'un, il est moche. Non, quand tu connais pas quelqu'un, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire ici, etc. Non, il faut avoir ce regard-là de dire non, c'est quelqu'un de nouveau, on le connaît pas, et je sais que quand je vais le connaître, il deviendra intéressant. Complètement. Je peux pas. Puis en plus, pour nous, les profs d'arts martiaux, dans notre enseignement, c'est super intéressant. Plus on a de nouveaux, moi je suis très content d'avoir tous les ans des nouveaux. Pareil, c'est nos qui stagnent, c'est nos qui meurent. Donc, avoir tout le temps des nouveaux, ça rafraîchit le truc. Carrément. Ça permet d'enseigner différemment, de choper ce qui change en fait dans la société, les changements qu'on voit. Alors, je parlais des seniors qui arrivent de plus en plus en forme, mais on peut aussi parler des jeunes. Et là, je vais faire mon vieux con, mais à force d'être sur les écrans, ils ont beaucoup de mal à choper une information directement. C'est-à-dire que je dérive du coup, mais quand on leur dit quelque chose, et les jeunes maintenant, quand on leur dit quelque chose, ils font répéter systématiquement. Ouais, mais complètement. Quoi? Pourquoi? Non, mais attends, apprends à choper l'information quand elle vient, parce qu'un coup, quand il vient, il vient. Tu vas pas dire répète, refrappe. J'étais pas prêt. Et tu vois, il y a tous ces parallèles-là qui sont intéressants à voir. Donc voilà. Et non, les arts martiaux permettent de réparer un peu tout ça, d'avoir toujours une base, un stable, un niveau zéro en fait. Une balise, ce qui te permet d'avancer ensuite. De toute façon, il y a... En tout cas, voilà, j'ai pas beaucoup de culture dans les arts martiaux coréens, mais au Japon, même à Okinawa, il y avait beaucoup de maîtres, quand tu vois leurs préceptes ou leur philosophie, qui dit que les arts martiaux est utile à la société et il doit rendre les gens bons pour la société. Donc, on voit que voilà, souvent dans les préceptes ou dans les philosophies, c'est pas le combat qui est en premier. La philosophie, c'est vraiment être utile à la société. Comment les arts martiaux vont permettre de me rendre utile aux autres, à la société. Surtout les arts martiaux modernes, parce qu'en fait, on fait tous des arts martiaux modernes. C'est tous du 19e siècle, voire 20e. Donc, même si ça a des origines millénaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Les arts martiaux modernes, ils sont faits sur justement une nécessité de réguler la société. Donc, de créer des citoyens qui soient utiles, et c'est pas pour faire la guerre, quoi. Non, complètement. Ça n'a pas été créé pour ça à la base, ni le judo, ni le taekwondo, ni les domdo modernes, surtout pas. On voudrait apprendre à faire la guerre à nos élèves, on ferait du tir. Hein. Ouais, il y a cette vidéo là-dessus. Hein. On leur filerait des outils de guérilla urbaine. Voilà. Hein. On aurait des sapes et des pistolets à gaz, là, des trucs comme ça. Là, Voilà, on n'en dira pas plus. Des couteaux. Non, mais après, c'est des trucs intéressants. Moi, je critique pas ces gens-là. Ah non, mais moi aussi, hein, j'aime. C'est intéressant, mais. Je pense que le fait qu'on soit tous les trois en même temps, c'est qu'on a aussi notre vision. À un moment donné, il faut arrêter de parler de ça. Quoi. Quand on parlait d'Amazon, là, tu parlais du coup de consommation. En fait, c'est surtout qu'on n'apprend pas aux gens à regarder les résultats rapides qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils voient un truc à la télé, ils le veulent. Je disais encore une fois, je suis le vieux. On te dit ce que tu dois aimer avoir. Donc, on te dit, il faut que tu arrives à te défendre. Il faut que tu arrives à faire ça. Mais en fait, toi, tu regardes pas ce que... Tu fais 3 cours, et au bout de 3 cours, tu te rends compte que, putain, quand tu te lèves le matin, t'as pas de vertige, t'as pas de déséquilibre, t'es mieux. Quand tu vas au travail, tu galères moins. Et en fait, on t'apprend pas à reconnaître tout ça. Les interactions avec tes collègues, ils sont mieux. Et souvent, ça vient même... les bénéfices des arts martiaux viennent du regard de tes collègues ou de ta famille.
C'est-à-dire que les gens vont te dire, putain, t'es plus zen, t'es plus posé, tu te mets moins en colère, t'es plus en forme, t'es rayonnant, tu vois, un truc comme ça. Ouais, carrément. Travaille son énergie interne, ça se voit sur lui, quoi. Enfin, oui. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, du coup, voilà, il faut surtout apprendre à regarder ce qu'on gagne plutôt que à vouloir chercher quelque chose. C'est le nouveau iPhone. Je fais un parallèle de merde, encore une fois. J'adore les parallèles de merde. Hyper politisé et tout. Mais tu sais, voilà, il faut avoir ça, sinon t'as rien compris. Non, en fait, regarde pour toi. Avant de regarder ce qui est bien vis-à-vis du groupe et ce qui va te faire briller, regarde pour toi. On a aussi ce problème, par exemple, sur les pratiquants quand ils viennent. Des fois, ils rentrent en même temps dans l'école, dans le club. Ouais. Et tu vois, ils pratiquent pas au même rythme. Ils partent pas avec la même carte à la base. Ouais. Ils commencent à être déçus au bout de 2 mois. Ils se disent, ouais, mais moi, je pratique pas autant que lui. Regarde où il en est. Mais moi, j'arrive pas à venir autant que les autres. Et du coup, il y a un niveau distant qui se fait. Là, tout le temps, c'est le même discours. C'est non, mais en fait, ici, on est là pour progresser par rapport à toi. On n'est pas là pour que tu sois au même niveau que tout le monde, en fait. Vous pouvez pas être au même niveau. Oui. On fait l'individuel et collectif. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne fait partie du truc. Et en fait, je regarde pas son niveau qu'il doit avoir. Quand j'enseigne à quelqu'un, je regarde là d'où tu pars et c'est quoi ce que tu peux améliorer, quoi. Ouais, c'est ça. Et là où on peut t'emmener toi, mais en même temps que le groupe, mais d'une manière assez indépendante, c'est vrai, je pense que c'est ce qui est très intéressant avec les arts martiaux, c'est que il y a presque, j'ai envie de dire, quelle que soit la discipline qu'on va pratiquer, j'avais déjà entendu, il y a autant de styles que de personnes qui pratiquent, puisque chacun va être différent, et puis chacun va avoir des facilités différentes ou des difficultés différentes, et puis tout ça, ça va forcément nourrir leur pratique. Et c'est ce qui est intéressant, quoi. Il y a pas, je pense qu'il ne faut pas chercher à se comparer aux autres. Après, dans une certaine mesure, je pense que moi, personnellement, ça m'a quand même aidé à un moment, quand je faisais de la compétition, de me comparer aux autres, mais assez objectivement et en analysant, en regardant pourquoi lui il gagne la compétition et pas moi. Et puis voilà. Et ça, effectivement, moi, ça m'a servi de boost quand même dans ma pratique. Mais même si ça peut beaucoup aider, je pense pas que ce soit nécessaire. Et puis, je pense que ça sert à rien de nos jours de se mettre la pression. Moi, personnellement, alors, heureusement, j'ai pas rencontré ça beaucoup de fois, mais j'ai quand même effectivement vu pas mal d'élèves qui se mettent la pression. Et la réaction un petit peu la plus fréquente, c'est drôle parce que c'est toujours des débutants qui ont cette réaction-là. C'est pas des gens qui ont déjà 2 ans de pratique. Par exemple, je vais leur montrer une frappe. Ça peut être un coup de pied, ça peut être un balayage, n'importe quoi. Et puis, quand je passe pour vérifier, quand tout le monde travaille, et que je vais voir un débutant, une débutante, et je vais dire, ben voilà, c'est bien, c'est pas mal, tu vois. Je vais être positif, ce que tu as fait, c'est bien. Et puis, les seules personnes qui me disent, ouais, bah, attends, c'est encore loin de ce que toi tu fais, bah, les seules personnes qui disent ça, ce sont des personnes débutantes. Ouais. Les personnes qui ont déjà un grade ne se disent pas du tout ça, parce qu'en fait, elles ne se comparent pas à moi, elles se comparent à ce qu'elles ont fait la veille ou la semaine d'avant. Et du coup, c'est là qu'on commence à voir les personnes qui ont compris l'esprit un petit peu du truc, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Et du coup, il faut, quand on est débutant, j'ai vraiment remarqué ça, c'est que les débutants, ils ont encore cette image, je vais me comparer aux autres, et les personnes qui sont un petit peu plus impliquées ont changé, et parfois même sans remarquer, ont changé d'avis et se disent, je vais me comparer à ce que moi je fais, quoi. Et je pense vraiment qu'en plus, très souvent, les personnes qui ont cette bascule, ce changement, ne le remarquent pas. Moi, je le remarque. Mais effectivement, c'est vraiment intéressant de voir ça, quoi. Ouais, puis ces sentiments-là, ils sont intéressants parce que de nos jours, c'est pareil. C'est comme on n'apprend pas à regarder aux gens, on n'apprend pas non plus à assumer leurs sentiments. Par exemple, le sentiment de jalousie, le sentiment d'envie, le sentiment de colère que tu peux avoir face à, comme tu disais tout à l'heure, là, par rapport aux compétitions, pourquoi lui gagne et pas moi, etc. D'abord, moi, j'ai toujours des sentiments quand je gagne pas, j'ai toujours un sentiment de colère, de jalousie.
etc. Je l'ai. Et quand quelqu'un est meilleur que moi, putain, fais chier. Tu vois, ça commence par me saouler. Et ensuite, comme je sais que c'est normal d'avoir ça, bah, tu calmes le truc et t'analyses. Tu rentres dans l'analyse. Tu dis, je peux le faire, c'est pas de raison. Et de nos jours, tu vois, souvent, par exemple, en phase de combat, tu tombes sur des élèves et tu leur fais tu fais quelque chose et tu vois leur réaction. Et leur réaction, des fois, c'est une réaction de peur. Et tu leur dis, pourquoi tu as fait ça? Je lui dis, t'as eu peur? Non, non, j'ai pas eu peur. Parce qu'en fait, de nos jours, on n'a pas le droit d'avoir peur. Ouais. C'est pas grave, c'est normal d'avoir peur. Je leur dis, une alarme, j'espère que tu as peur, en fait. Bah ouais, c'est naturel, il faut avoir peur. Parce que de nos jours aussi, on voit aussi pas mal de gens qui n'ont plus peur de rien. C'est-à-dire qu'ils sont là et toi, tu vas attaquer avec un truc, avec un sabre, ou tu vas donner un coup de poing et ils vont pas bouger. Et tu sais, genre en mode, ben quoi? T'allais pas me frapper, t'as pas le droit. Enfin, tu vois. Ouais, carrément. Ils sentent pas le truc, quoi. Et du coup, putain, vous êtes blasés de la vie à ce point-là, les mecs. Enfin, ça se passe comment? Vous êtes déconnectés. C'est ce genre de personnes aussi, quand ils vont se manger une mandale comme ça, par agression, ou même quand il y a une manif Gilets jaunes, par exemple. On va parler de ça sur YouTube. Oula. C'est un mouvement qui a été vachement réprimé. Et du coup, on voyait pas mal de gens, des vidéos de gens qui étaient en sidération. Ils s'étaient pris une patate par la police et ils étaient en sidération. Tout à fait. Ouais, c'est possible. C'est possible de s'en prendre une. Et donc, tu vois, voilà, donc on est dans une société qui est un peu comme ça, tu vois, où on ignore vachement tous nos ressentis. On n'est plus connecté finalement à nos réactions instinctives et à nos sentiments. On les assume pas. Donc, du coup, on les refoule, ça crée plein de choses. Puis aussi, on voit les élèves nouveaux qui arrivent, ils ont beaucoup de mal à ne pas savoir. C'est compliqué de dire à quelqu'un ah, mais moi, je sais pas faire. C'est tout de suite, mais moi, je sais pas faire. Bah, justement, pour ça. C'est normal. T'es là pour apprendre. Bon, la première chose que je dis aux élèves quand ils arrivent, le premier cours, je leur dis vous n'êtes pas obligés de réussir aujourd'hui. Et tu sens d'un coup que ça descend de cran dans la salle. Les gens, ils sont ah bon, je suis pas obligé de montrer quoi que ce soit. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça qui fait les accidents. C'est ça qui fait l'inconfort, c'est ça qui fait la mauvaise accueil, enfin, c'est ça qui fait la mauvaise ambiance, en fait, au final. Vraiment, on est dans... Je pense qu'effectivement, alors je sais pas pourquoi, je pense que ça peut être cumul de beaucoup de choses, que les gens maintenant vont systématiquement penser qu'on attend beaucoup. D'eux. La société nous éduque comme ça. Oui, c'est ça. Des gens... En fait, justement, j'allais faire un parallèle avec l'école. Faut que tu comprennes tout de suite. Faut que tu aies appris ta leçon pour le lendemain. Voilà. Contrôle surprise, tu dois connaître, tu vois. Alors que, non, dans la vraie vie, déjà, c'est pas du tout le cas. Même dans le monde du travail, si aujourd'hui tu sais pas, c'est pas grave. Tu apprends. Des fois, on a des collègues qui sont, mais tu sais pas faire ça. Ça, tu sais pas. Oui. Tu vois, il y a quand même, c'est quand même une atmosphère globale, moi, je pense. Comme on va pas nier qu'on est dans une société hyper machiste. Qui bouffe la femme en fait constamment. Enfin, t'as qu'à voir le truc. Et moi, souvent, je fais des formations BAFA, je disais que je suis formateur BAFA. Oui. Il vient la question des genres. Et du coup, prouve par A plus B que on est dans une société de genre en fait. C'est ça. Et on a vu qu'il y a un genre qui est dévalorisé par rapport à l'autre. Enfin, et les gens, non, c'est pas vrai, c'est pas bien, faut pas. Mais en fait, il n'y a pas question de c'est pas bien. C'est comme ça. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais pour le changer si t'es pas d'accord avec? Tu vois, d'abord, il faut commencer par intégrer l'idée. Et qu'on fait faire le parallèle pour revenir sur la pratique martiale, parce que après je m'éloigne. Pour faire le parallèle sur la pratique martiale, du coup, je connais plus le parallèle. Enfin, je coupe ce morceau-là parce que c'est naze. Pour revenir sur la pratique martiale, il faut d'abord assumer le fait que tu sais pas et que c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Mais final, c'est comme ça. Je pense que c'est une chose qui effectivement. Comment dire, c'est une des vertus qu'on apprend avec les arts martiaux, c'est qu'on apprend à se tromper, on apprend que c'est pas grave et que en fait ça arrive à tout le monde et que si on veut plus se tromper, on va travailler, que c'est normal qu'on peut pas tout acquérir comme ça en claquant des doigts et qu'il y a du travail derrière. Carrément. En fait, je pense que ça donne une ligne de conduite et que et je pense que ça nous humanise un peu, tu vois. Moi, par exemple, à mon travail, je suis très souvent en train de râler, moi, auprès de mon chef ou de mes collègues, parce que on est en train de se déshumaniser totalement, tu vois. On est en train de casser, il n'y a plus de dialogue. Quelqu'un qui a fait une erreur, on va vouloir trouver un fautif, on va écrire un mail, tu vois. On va pas juste aller voir les gens face à face et chercher à discuter, on va pas chercher à... Complètement, ouais.
En fait, on ne cherche pas à arranger le problème. On cherche à accuser quelqu'un et à passer à la suite. À se Et en sécuriser. fait, comment? À se sécuriser. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est dommage parce que quand on fait ça, au final, sur le long terme, alors peut-être que comme ça, les gens vont penser qu'on va régler des problèmes. Mais je pense que c'est tout l'inverse. Sur le long terme, on va pourrir toutes les relations sociales et que, en fait, ça va juste freiner tout le monde. Et je pense que c'est super mauvais. Je pense que plus tu arrives à montrer que tu es un humain, et simplement à parler, à dialoguer, à accepter l'erreur parce qu'elle existe et à dire on va faire mieux ensemble et on peut s'entraider, tu vois. Plus on va dans ce sens et mieux on se portera et plus on va à l'inverse et plus on creuse notre tombe, tu vois. Ouais. Je pense que les arts martiaux, indirectement, ça nous aide beaucoup parce que on est très, très, très souvent confronté. On est confronté à l'erreur, on est confronté à plein de sentiments différents, à la peur, on est à la colère, tu vois, enfin, à plein de choses. Et en fait, on arrive à gérer nos émotions différemment, à les accepter et en fait à prendre du recul. Je pense que ce qui va faire la différence entre le moi d'aujourd'hui et le moi par exemple, d'il y a 10 ans, quand j'étais bien plus débutant, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a une situation qui va m'énerver, je serai toujours aujourd'hui énervé. Par contre, je vais me rendre compte que là, c'est une réaction à chaud, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de réfléchir, tu vois. Et sur le moment, je reste cool et puis je verrai plus tard, quoi. Il y a 10 ans, peut-être que j'aurais pensé vraiment, vraiment complètement différemment et que j'aurais réagi à chaud. Et je pense que c'est vraiment, vraiment les arts martiaux qui m'ont appris à faire ça, quoi. C'est pas autre chose. Carrément. Puis après, dans ce truc-là, c'est sympa, c'est cool aussi d'être en discussion, mais enfin, moi, je vois de plus en plus dans les sociétés, dans les entreprises, de violences morales. Avant, il y avait, avant, il y avait les syndicats, machin, mais avant, en fait, il y avait une possibilité de se regrouper, en fait, et de devenir plus forts ensemble pour pouvoir. Il y a des tas de patrons tyranniques ou de supérieurs. Enfin, un patron n'est pas forcément tyrannique, bien au contraire. Non, ouais. Comme un maître d'arts martiaux n'est pas foncièrement un arnaqueur sectaire. Mais. Ah bon? Moi, je te jure, j'en ai vu quelques-uns. Tu vois, avant, en fait, les gens, ils arrivaient quand même à se soutenir là-dedans, quoi, et à se positionner. De nos jours, en fait, ils se positionnent pas. Si quelqu'un se fait harceler, il est tout seul dans son coin, et les autres, ils baissent bien la tête, parce qu'ils ont peur que ça arrive sur eux, quoi. C'est ça, en fait, les gens mettent le parapluie. Et, ouais. Ouais, je vois pas, mais moi, il m'a rien fait. Tu vois, un truc que je supporte pas, c'est mais moi, il m'a rien fait. Ouais. Et donc, à quel point t'es pas humain, justement, on parlait d'humanité, pour ne pas être empathique. Ouais. Est-ce que moi je vis ou est-ce que quelqu'un vit, quoi? Ou alors peut-être que tu dis pas la vérité, peut-être que c'est ton collègue qui fait de la merde et qui se prend des chasses et qui comprend pas pourquoi, juste parce qu'il est naze. Mais voilà, par le temps, c'est aussi un gros défaut de communication et vraiment, c'est pas aidé par. C'est vraiment de la violence morale et du coup, c'est pas aidé. Autant on veut nous enseigner comment réagir aux agressions physiques. Sur Internet, on voit beaucoup de ça. Hein. Ils vous attaquent comme ça, ils vous attrapent comme ça, ils vous font ci, vous faites ça. Ouais. Mais on t'enseigne pas, en fait, comment se battre contre les vrais méchants, enfin, dans la vie, quoi. Surtout on parle dans la vie, c'est pas... parce qu'en fait, ça, c'est une forme de violence qui est bien plus répandue, qui existe carrément concrètement. Je veux dire, les gens ont beaucoup, beaucoup plus de chances de faire face à ça, à ce type de violence-là, complètement, qu'une agression physique dans la rue ou quoi. Honnêtement, moi... ça dans les arts martiaux, quoi. Comment... tu vois on parle beaucoup d'efficacité technique, d'être efficace, mais il faut être aussi... du coup, on enlève l'efficacité humaine. Le dialogue, le fait d'éteindre les conflits, d'avoir de l'empathie. Enfin, c'est vrai que moi, je me reconnais beaucoup là, dans ce que tu as dit parce que, comme je disais, moi, je râle souvent au travail pour ce genre de choses. Et en fait, la plupart du temps, c'est des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas directement impacté. Mais je vois des collègues qui sont embêtés par des choses que je trouve idiotes. Voilà. Et dans ce cas-là, moi, Et du coup, toi, est-ce que tu es seul face à ça ou est-ce que les autres le font ou est-ce que tu es l'exception? Je ne suis pas une exception. Non, je ne suis pas une exception. Mais je ne suis pas une exception. Par contre, je pense être le seul à ouvrir sa gueule alors qu'il n'est pas impacté.
Voilà. Donc, du coup, Ouais. quand je parle d'exception, je parle de ça en fait. Est-ce que c'est la tendance ou est-ce que ce que tu fais est hors norme? Hors norme. Moi, je pense que Non, je la pense. tendance à Mais faire. après, je pense que j'ai une vision, j'ai une vision de la chose aussi. Je vais pas en vouloir aux gens qui ne disent rien, dans le sens où je pense que le fait d'avoir un club aussi, d'avoir des élèves et de gérer une structure, moi, ça me donne aussi une certaine idée de ce que c'est le management. Et comme je suis prof d'arts martiaux, que je gère ma structure et qu'en fait, bah, je gère aussi des gens et de l'humain, puisqu'en fait, avoir un club et être prof, et je pense dans n'importe quelle discipline, et peut-être pas que dans les arts martiaux d'ailleurs, c'est aussi beaucoup gérer de l'humain en fait, et gérer des gens qui viennent, qui parfois ont des problèmes dans leur vie, ou des gens qui faut accepter que tu peux pas toujours leur demander le maximum, parce que en fonction de leur forme du jour, en fonction de leur vécu, du truc qu'ils ont eu dans la semaine, dans leur journée, bah, ils vont pas être au top de la même manière. Et en fait, pour moi, le prof d'arts martiaux, c'est pas un manager, c'est un leader. C'est quelqu'un qui est devant et qui montre l'exemple, et puis qui tire tout le chariot avec lui, quoi. Donc les gens sont derrière, et puis lui, il les tire. Il n'est pas derrière eux pour les pousser sans montrer l'exemple devant, tu vois. Ouais, Et carrément. c'est comme ça que je le conçois, et c'est comme ça que moi, personnellement, les meilleurs professeurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit en cours, dans des structures ou même en stage, ce sont des gens qui, clairement, sont des leaders, puisqu'ils continuent à pratiquer, ils continuent à montrer l'exemple. Et je ne doute pas du fait qu'il existe de bons professeurs euh, qui sont de bons professeurs sans être nécessairement de bons pratiquants. Oui, ça existe, mais je ne pense pas que ces personnes-là soient les meilleurs profs qui puissent exister. Parce que, disons que quand on a fait, alors je ne sais pas vous, puisque vous n'êtes pas au final dans des fédérations françaises au nom de votre discipline, en tout cas pas pour l'instant, mais nous, en taekwondo, quand on fait un diplôme de prof ou d'assistant ou peu importe, clairement, comme ils veulent plus de profs, parce que pour eux, plus de profs, c'est synonyme de plus d'élèves potentiels, plus de clubs potentiels, etc. Donc, eux, ils veulent clairement de nouveaux profs, parce qu'ils espèrent que derrière, ça va ajouter de nouveaux élèves. En formation, on te dit clairement, tu n'as pas besoin d'être un bon pratiquant, tu peux être un bon prof. Tu n'as pas besoin d'être un bon pratiquant. Et du coup, pour moi, ça sous-entend, ben, c'est pas grave si tu arrêtes de t'entraîner et que tu donnes cours 1 ou 2 fois par semaine en dehors de ton travail, et que tu arrêtes de t'entraîner toi, c'est pas grave, c'est bon, tu peux le faire. Il te donne des exemples comme ça. Regarde, lui, bah, il sort de nulle part et il a fait des champions, il a formé des champions de France et des trucs comme ça. Bien sûr que oui, bien sûr que ça existe, mais je pense pas qu'il faille nécessairement encourager ce genre de choses, parce que bien sûr, il existe des profs qui vont trouver des super exercices très ludiques, très pédagogiques et tout, sans eux-mêmes pratiquer, mais je pense que ça a sa limite. Tu vois. Je pense que ça peut convenir à des personnes qui cherchent quelque chose de très loisir, et ça existe, il faut évidemment accepter, il n'y a pas de problème. Mais je pense que à long terme, ça peut porter préjudice à une discipline martiale, puisque On a vu l'olympisme. voilà, ouais, on a vu l'olympisme on va montrer une facette de l'art martial, et puis avec le temps, bah, ça va perdre un petit peu de ses valeurs et de son esprit. Tu vois, moi j'en peux plus personnellement. J'en peux plus de voir en stage des gens qui savent pas faire leur ceinture et qui savent pas mettre leur debok correctement. J'en peux plus de voir ça. Carrément. Des personnes qui sont débutantes, d'accord, mais des gens qui sont ceinture noire, quoi, qui savent pas s'habiller, ils sont ceinture noire. Ouais, carrément. Comment ils ont eu leur ceinture noire? Oui. Tu te demandes, ouais. Et en fait, carrément d'accord. Je veux dire, il y a aucun mal à être un pratiquant. Non, mais en fait, moi, tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a absolument aucun mal à être un pratiquant complètement loisir, quelqu'un qui veut faire ça juste pour le plaisir, sans être ultra passionné. C'est vraiment, mais tout à fait louable. Par contre, à partir du moment où tu veux t'investir pour passer un grade plus important, pour devenir prof, etc., je pense prendre conscience que c'est une responsabilité, et que c'est un réel investissement, et à ce moment-là, bah, on doit s'investir vraiment, et pas juste passer une ceinture noire comme ça, la réussir parce que bon, après c'est un de nos jours, voilà. Et en fait, après, ça te tue une discipline, quoi. Mais complètement.
Complètement. les personnes qui... un problème. Puis il y a un système fédéral. Le système fédéral, il est assez complexe. En fait, le système fédéral, il est dans un système sportif. Sportif qui valorise la compétition. La compétition est le but du sport. Donc avoir des titres et des championnats, c'est machin. Alors que c'est vraiment, pour moi, c'est une opinion personnelle. Je me suis posé la question. Et je trouve que la compétition, c'est la chose la plus simple, en fait, la pire. Et c'est ce qui demande le moins d'investissement à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va t'apporter un événement qui est créé. Toi, tu vas venir faire ta presta. Tu vas gagner un truc, tu vas repartir. Tu t'es entraîné pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et tout autour de ça, il y a des gens qui vont organiser un truc, faire monter ça, etc. Et qui vont profiter en fait du fait que tu viennes faire de la presta dans cette compétition pour l'argent, être connu, avoir plus de crédit pour les fédérations par exemple, choses comme ça. Je sais pas, vous avez peut-être déjà imaginé, créer des vidéos déjà, créer du contenu, créer des événements, créer des stages, créer des choses en fait. Même créer des compétitions à plusieurs, c'est infiniment plus compliqué. Bah ouais. Tu vois. Je pense qu'il existe toujours. Je veux dire, moi, je suis pas dans le comme je l'avais dit tout au début de la vidéo quand je me présentais, que je présentais mon club. Moi, je suis pas contre la compétition et je suis pas contre l'idée d'un système fédéral en fait. Moi non plus, je suis pas contre l'idée Il faut de tout. Il faut de tout. La compétition, en fait, faut valoriser pour moi de nos jours. Oui, et du coup, effectivement, on va beaucoup trop parler des compétiteurs. Je crois que quand j'avais fait mon diff à la Fédé Taekwondo, du coup, je crois qu'il nous avait dit qu'il y a, peut-être que je me trompe, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a 3% de licenciés qui sont compétiteurs. Donc 97% qui sont loisirs. Et on va essentiellement parler du contenu qui est destiné à ces 3%-là de compétiteurs. Carrément. Et en fait, un autre problème, c'est que on va dire, bah tiens, pour telle compétition maintenant, le championnat de France, que ce soit combat ou poussé, si tu veux participer au championnat de France à partir de tel âge, tu dois être ceinture noire. Bah, en fait, est-ce que ça veut dire que ça va monter le niveau de tous les pratiquants? Non, en fait, ça veut dire on va descendre le niveau de la ceinture noire. On va filer une ceinture noire à un mec qui aura... Mais ça, ça, carrément. Tu vois, comme ça c'est bon, le compétiteur, et pour aller au championnat de France. Moi, je suis pas dans le fait de dire les compétiteurs ça vaut rien, etc. Au contraire. Moi, j'ai mon cousin, par exemple, qui s'appelle Valdec Defex, qui est maintenant il est en école de gendarmerie. Il est multiple champion, en fait. Il est tahitien, multiple champion de France, etc. Gros athlète. Il a une chaîne d'ailleurs, une chaîne YouTube où il fait des vidéos humoristiques. Et du coup, immense champion. Le gars, il a fait une vidéo d'ailleurs sur son parcours, justement, tout ce qu'il a eu. Il était au 3M TKD, là, le club de taekwondo. Oui, d'accord. Ouais. Gros athlète. Et d'ailleurs, j'ai des rushs de vidéos à lui qu'il faut que je monte, ces 4. Où je vais lui filer, il va le faire tout seul, c'est bien faire. Et du coup, c'est un truc de fou. C'est un entraînement, c'est un truc de malade. Mais de toute façon, voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi, la compétition, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, et il n'y a pas que des gens qui sont pourris, qui organisent tout ça, en fait. Mais c'est que l'échelle, elle va trop là-dessus, en fait. Ouais, et en fait, le souci, c'est que je l'avais dit dans une vidéo que j'avais faite justement pile à ce sujet, c'est que la compétition, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Et que moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que la compétition, c'est de la merde, parce que ça permet quand même beaucoup de se tester. Ça permet quand même beaucoup de tester son stress. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait une compète combat. Je suis allé à la Coupe de France de Yuskambudo. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas besoin j'ai bientôt plus de batterie. Je termine ma phrase. Je ressens pas le besoin d'être champion et de dire que j'ai un titre ou un nom. Mais simplement, moi, si je veux parler de combat à quelqu'un, si je veux parler d'une situation stressante, je veux avoir connu ce stress. Et c'est pour ça que j'y suis allé. D'accord. Tu vois? Et en fait, j'y suis allé. Et maintenant que j'ai connu ce stress-là, d'être face à ton adversaire et de te dire, bon, ça va commencer. Et boum, t'as les gants. Et là, c'est entre lui et toi.
Et lui, il est là pour gagner, il n'est pas là pour rigoler. Et c'est quelque chose, je pense, pour pouvoir en parler, il faut le connaître. Ouais, complètement. Et pour l'avoir connu, je peux te dire que c'est vraiment pas facile. Donc, je peux pas dire que la compétition, c'est de la merde et que les gens, je veux dire, quand on dit ça, moi, j'aime pas les gens qui sont ultra traditionnalistes et qui disent que c'est de la merde et qui en parlent comme s'ils étaient au-dessus de tout ça. Parce qu'il faut être capable de le faire quand même. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile du tout, mais c'est pas une fin en soi. Pour savoir ce que ça fait de faire un combat, il suffit de mettre les gants dans un club. Ouais, et encore, vraiment, la dimension compétitive, elle est différente parce que tu connais pas du tout le gars en face et tu sais pas jusqu'où il est prêt à aller. Bon, on parle beaucoup trop de compétition pour un truc qui est pas si important que ça. Ouais, voilà. Passons. La compétition, c'est intéressant, c'est un truc à faire en fait, c'est un truc à tenter. Moi, j'ai testé la compétition de taekwondo, j'ai testé de me faire péter la gueule dans la rue aussi. J'ai testé de péter la gueule à des gens dans la rue. J'ai testé plein de trucs en fait, tu testes des choses. C'est comme ça, hein, ça arrive, puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Par contre, de toute façon, après, je pense que rapidement, excuse-moi, je t'ai coupé, mais en fonction des objectifs de chacun, moi personnellement, j'aime être un petit peu touche à tout, être un petit peu polyvalent. Donc, si je veux connaître quelque chose, je vais l'essayer. Voilà. J'ai fait de la compétition Pumse pendant un temps, donc c'est l'équivalent du combat de kata. J'ai fait. Je suis allé tester le combat en Yosekan Budo parce que le format de combat Yosekan Budo, il me paraissait un petit peu plus réaliste, entre guillemets, parce que c'est du pied-point, projection, travail au sol. D'accord. Que le taekwondo, où c'est coup de pied, coup de pied, coup de pied. Quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais tester sans vouloir être champion de France ou vainqueur de quoi que ce soit, mais parce que je voulais en fait avoir cette approche. Et voilà, tout comme j'aime beaucoup faire des stages de self-défense, j'aime beaucoup avoir des approches très différentes. Voilà, pour moi, personnellement, comme j'aime un petit peu tout faire, je me dis que si je veux gagner en compétences, eh bien, il est important que j'ai le maximum d'expérience, quoi. Donc, que j'essaye à droite, à gauche. Mais il est évident que si maintenant je veux me donner un objectif comme être champion de France, par exemple, être champion de France de Pumse, si je veux être champion de France de Pumse, je vais changer mes entraînements et je vais me dire que tout sera orienté sur ça et ce sera ça mon objectif, mon seul et unique objectif. Et oui, c'est une préparation. Voilà, c'est une préparation. Et moi, personnellement, comme j'aime varier mes entraînements, j'aime varier ma pratique et être un petit peu touche à tout. C'est pour ça que je fais pas de compétition notamment. C'est parce que j'aime pas être focus sur une seule chose à la fois et me dire faut que je fasse que ça, quoi. Tu vois. Ouais. De toute façon, les arts martiaux, c'est un laboratoire. Hein. On est là pour essayer, tenter, tester, et, voir ce qui marche. Pour nous, voir ce qui marche. Voilà, c'est tant qu'on est sur sa voie, qu'on a trouvé sa voie et qu'on va dire on n'écrase pas les autres ou à obliger les autres à faire. Et voilà. On va dire un footballeur, il joue pas différemment avec un ballon qu'un basketteur, mais ça veut pas dire que le basketteur est meilleur au ballon que le footballeur. Mais par contre, le footballeur va pas dire au basketteur non, tu devrais faire comme ça. Tant que la personne est sur sa voie, il sait qu'il est il est bien sur cette voie-là et qu'il avance. Après, au final, tout est bon. Et ils sont pas mal de compétiteurs sportifs. Aussi, on a un peu mal. Il y a ce qui manque en fait dans l'approche uniquement sportive des arts martiaux. Quand on fait que des sports de combat, du coup, c'est aussi le fait de dire qu'il n'y a pas une gestion globale. C'est-à-dire que quand tu vois des compétiteurs qui finissent leur carrière de compétiteur et qui prennent 30 kilos, ça veut dire qu'à un moment donné, on leur a pas appris à gérer leur vie en dehors de la compétition et à avoir une politique globale. Quoi. Alors, j'ai entendu un truc très intéressant hier. Hier, je faisais un footing et je m'étais mis le podcast. J'avais pas vu le live de Lionel Froidure de mardi dernier qui était avec Anthony Rea. Anthony Rea, qui fait du Pankido. Ouais, et en fait, je l'ai écouté pendant mon footing, et en fait, il disait quelque chose de très intéressant, puisque lui, il va allier le côté traditionnel avec le Pankido et le côté très sportif, puisqu'il allait faire du free fight. Et en fait, à un moment, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que pour lui, une des grosses différences entre les arts martiaux et les sports de combat, c'est que souvent, les mecs qui font des sports de combat, ils font ça pour la compétition. Donc, effectivement, ils ont cet objectif, etc. Et comme tu dis, quand ils s'arrêtent, souvent, ils s'arrêtent complètement. Et c'est des gens, après, quand ils arrêtent complètement, ils vont prendre du bide, ils vont arrêter l'entraînement et puis ils vont plus y toucher.
ou alors même s'il continue, il gravite autour. Alors que quelqu'un qui pratique un art martial, c'est une hygiène de vie en fait qui va avec, et ça fait que même si la personne arrête la compétition ou n'en fait jamais, cette personne-là va toute sa vie continuer à pratiquer et adapter la pratique. Anthony Ray, il dit comme moi, c'est dingue. Oui, c'est lui qui dit comme toi. Ouais. Pourtant, on s'est jamais rencontrés. Mais voilà, effectivement, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, la compétition, je pense que c'est quand même intéressant dans ça, on va pas lier, pour la gestion de son stress, et pour maintenant avoir connu les deux, la compétition de combat et la compétition Poomsae. Les deux sont très intéressants parce qu'il y a une gestion de stress qui est complètement différente dans les deux. Un combat, il y a un côté aléatoire où si tu peux gagner par même si la chance, je veux dire, c'est qu'une infime partie de tout ça, mais le Poomsae ou le kata en compète, tu es seul face à toi-même, quoi. Il n'y a pas d'autres possibilités, quoi. Et en fait, je pense que c'est très intéressant parce que même si tu veux parler d'efficacité dans la rue et de combats de rue et de je ne sais quoi, gérer un conflit physique, et tu sais ce que c'est que de te prendre des coups vraiment par quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui est pas bienveillant comme il peut l'être à l'entraînement, quoi. Et du coup, voilà, moi, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que même si je m'étais pris un mauvais coup et pendant le combat, je l'ai pas remarqué, j'ai remarqué que le soir, parce que je boitais, je m'étais certainement pris une méchante béquille. Même si je boitais, que j'avais un œil au beurre noir pendant une semaine, là, et ben en fait, j'ai pas du tout regretté parce que je me suis dit, je l'ai fait. Et puis après ça, j'avais beaucoup, beaucoup moins peur comment dire, du conflit. Ouais. J'avais beaucoup moins peur du conflit parce que je me suis dit, même si je perds, je survis, quoi. C'est bon, tu vois. Et j'apprends, et puis ça m'a permis de voir mes erreurs, d'analyser, etc. Et voilà, c'était un one-shot pour moi parce que j'ai pas du tout décidé, enfin même le but à la base, c'était juste de participer une fois pour l'expérience. Mais si j'avais réitéré la chose, j'aurais analysé les combats vidéo, etc. pour voir ce que je dois améliorer. Et je sais qu'il fallait que je travaille mon anglaise principalement. Parce que forcément, je viens du taekwondo et que j'utilisais principalement mes jambes et j'essayais d'être loin. Et ça passait bien parfois, mais moins bien d'autres fois. Aikido, ce qu'on faisait pas mal aussi. J'ai fait un petit peu toutes les positions, etc. Et pouvoir faire avancer un peu le truc, ça m'a vraiment... Enfin, au bout d'un moment, j'en ai même eu marre, en fait, basiquement. Parce que je me suis rendu compte, moi, que toutes les fois où je me battais, en fait, toutes les fois où j'étais en combat, c'était souvent... Alors, il y avait la compétition, c'est sûr, mais pareil que toi, c'est one shot, ça m'a passé. Et au Hapkido, on faisait beaucoup de combats libres avec protection, jusqu'à amener au sol et tout. Sans frappe au sol, en fait, c'était un peu grappling, du coup. Ouais, comme c'est Kambudo. Ouais. Et on a pas mal de ça, et puis, ouais, c'était intéressant pour l'expérience. Mais au bout d'un moment, même, tu sais, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de violence en fait là-dedans, de se taper dessus, quoi. Je sais pas comment dire ça. Oui, mais en fait, je comprends tout à fait parce que j'avais dit après coup, j'en avais parlé avec Nuno Damaso, qui est mon maître en taekwondo, et je lui avais fait un petit peu un retour d'expérience là-dessus. Et je lui avais dit, il y a une chose que j'ai remarqué en fait, un truc qui m'a frappé vraiment quand le combat il a démarré et que ça commence et qu'en fait tu as les gants et que tu te dis bon ça y est, on va se taper dessus. J'ai regardé le gars et je me suis dit mais j'ai pas envie de le taper, il m'a rien fait. Ouais. Ouais, non, mais carrément. Ouais. Mais c'est trop con. Mais oui, mais bon, c'est humain. En fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on va se mettre dessus, tu vois? Je veux dire, on est copains à la base. Pourquoi? Je ne le connaissais pas, mais j'avais deux adversaires, ils avaient l'air sympas. Ouais. Franck, ton image là, c'est bon. Et en fait, après, comme il m'a dit Nuno, il a choisi d'être là, lui. Comme moi, j'ai choisi d'être là. Mais c'est vrai que j'ai appris un truc sur moi, c'est que... c'est non violent.
basiquement. Bah ouais, c'est ça. En fait, moi, naturellement, je suis non violent. Et que même si j'adore les arts martiaux et que si je suis fâché envers quelqu'un, voilà, je ne veux pas non plus me laisser bouffer, pas du tout. Moi, Par contre, comment? Moi, c'était plutôt l'inverse, en fait. C'est Ah que, ouais? en fait, moi, je vois dans le combat, tu vois le vice des gens, en fait, dans le combat. Moi, je combattais avec des partenaires, des gens que je connaissais. Et pourtant, dans le combat, ils arrivaient à te mettre, à te placer des. Ils les épargnaient, ils t'en remettaient une derrière, tu vois. Ouais. Ouais. Non, à un moment donné, tu bloques, tu sais que t'as une ouverture, mais tu la fais pas parce que bon, voilà, on se connaît. Et puis boum, et puis du coup, tu sais, je commençais à rentrer rapidement. Moi, Tu brillais. je suis assez nerveux en fait Ouais. à la base. Et en fait, ouais, et qu'en fait, depuis tout petit, hein, quand je rentre dans ce genre de truc-là, je suis assez violent. Même si maintenant, enfin, vraiment, je me bats, je sais plus pas me battre du tout parce que j'aime pas ce que ça déclenche en fait. Ouais. Et c'est aussi cette capacité-là qui permet de le sentir chez les autres. Ouais. Dans mes cours, je ressens toutes les violences. C'est ça qui, des fois, me fait arrêter des fois un cours. Ouais, j'arrête pas les cours non plus comme un taré, mais des fois, j'arrête l'exercice et je replace les choses. Je dis là, vous êtes en train de partir dans des trucs, ça va pas. Là, lui, il fait ça, la personne réagit en face, il regarde pas comme elle réagit, enfin, ça se passe pas bien. Vous écoutez pas, ça devient violent. Les gens me disent, mais pourquoi tu me dis ça? Je peux te le prouver par A plus B. Pourquoi d'un coup, ça devient violent? Même sans que vous vous fassiez mal. À un moment donné, ça devient violent, ça devient mal. Tu vois, ça devient malsain. Et moi, ce côté malsain, c'est le truc qui m'a toujours tellement révolté, puisque j'ai déjà dit dans une vidéo que je disais, moi j'adore les Chevaliers du Zodiac, par exemple, les trucs comme ça. Côté justice, tu vois, valeur forte. On protège les faibles, même si on se rend compte qu'il ne faut pas protéger les faibles, il faut les aider à se protéger seuls. Etc. C'est un truc qui est vraiment ancré en moi et ça me met super en colère quand je vois de l'injustice. Tu sais, voilà. Et moi, je voyais cette injustice dans le combat, c'est ce côté. Même dans les combats de taekwondo, par exemple, où tu commences le truc et puis du coup, il y a une façon de se battre en compétition. Et ce qui m'énerve aussi, c'est ce côté, en fait, c'est une façon de se battre en compétition et les gens comparent ça, enfin, le grand public, parce que c'est comme ça qu'on leur vend. Parce que t'es bon en compétition, t'es très fort. Oui, non, pas du tout. Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Par exemple, Greg, il est bon en compétition et il est très fort, tu vois, j'irais pas le taper Greg MMA, même pour rigoler. Et par contre, t'as des gens qui sont très bons en compétition, mais tu sais que, voilà, quoi, tu sais que des fois qu'ils sont même très fiers d'eux parce qu'ils sont bons en compétition, mais tu sais qu'ils sont pas bons du tout, quoi. Ils passent contre toi, Donc, tu vois, il y a ce côté-là, ce côté fierté, ce côté tout ce genre de choses-là qui est dur à gérer. Et c'est super intéressant, du coup, d'avoir l'expérience de l'opposition par rapport à ça. Et par contre, il faut derrière avoir aussi le discours de dire, regardez ce que ça rend de votre personne et comment l'améliorer, comment faire que ça, comment du coup s'améliorer. Après, moi, je pense que c'est là que la structure, comme tout à l'heure, on parlait de fédération, et je pense que les structures fédérales peuvent jouer un rôle super important là-dedans. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo qui était très, très significative de ce que représente aujourd'hui le taekwondo. C'était des karatékas qui réagissaient à un taekwondoïste en compétition Pumse, quoi, donc en compétition kata. D'accord. Et en fait, le mec gagne. Je sais plus, je crois que c'est une compétition mondiale, peut-être un championnat du monde ou d'Europe, je ne sais plus, tu vois. Et en fait, le mec gagne. Et puis, sur les tapis, il explose de joie, il court partout, machin, un stade de foot. Ouais. Et karatéka, il est choqué. Et c'est normal. Parce qu'il dit, jamais nous, en karaté, on ferait ça. Parce que tu finis, tu restes humble, tu vois. Tu salues, tu sors, et après, tu es content. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi, je pense que ce genre de choses-là, ce sont des choses qu'il faut garder parce que dans les arts martiaux, l'humilité, c'est une valeur, elle existe. Faut pas qu'elle soit juste là sur un papier qu'on accroche au mur pour faire genre, quoi. En fait, c'est aussi ça. La compétition, ça peut être un formidable outil, mais il faut garder certaines choses, je pense. Il y a des compétitions en taekwondo où ils ont dit on fait pas de salut pour gagner du temps. Donc non, à ce moment-là, enlevez vos deux bocs, enlevez vos ceintures, mettez un short, tapez-vous dessus, appelez ça comme vous voulez, mais c'est plus un art martial. Mais là, complètement. Du coup, voilà, moi, c'est ces petites choses-là que... Oui, là-dessus, on est d'accord, complètement. Ah là, je trouve dommage dans la compétition, c'est qu'il peut y avoir des dérives idiotes et qu'on peut franchement éviter.
Oui, complètement. Fait des vidéos là, du coup, de Rika Ozami qui gagne le championnat du monde là, à Paris. Ouais. Tu vois, à la fin de elle gagne, tu vois, et à la fin du kata, elle gagne et elle reste stoïque. Mais ça, c'est trop la classe. Elle descend du truc, elle est félicitée par. Et enfin, là, elle s'effondre, tu vois, en mode. Mais ouais. Ah, ça y est, il n'y a pas de. Non. Oui. Et c'est effectivement comme ça que. C'est comme ça qu'il faudrait que ce soit. Tout le temps, partout et pour tout le monde. Donc, voilà, je pense que. Pardon. Bah, pour moi, normalement, un pratiquant martial, quel que soit ce qu'il fait, on va dire, dans sa vie, il doit montrer qu'il a un comportement comme ça. Donc, un pratiquant qui fait de la compète, on doit le voir. Pour moi, même s'il va, même dans une compétition du UFC, il vient du monde martial, on doit pouvoir se dire, ah bah tiens, lui, on voit qu'il vient du monde martial. Il a les valeurs, si à chaque fois il change. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Quand on va par exemple sur de l'UFC ou du MMA, ça devient d'un coup tu rentres dans une grosse écurie de business, quoi. Enfin, tu vois, tu peux arriver de ton petit dojo et puis te dire je vais faire un combat de MMA. Tu vois, ça devient d'un coup, c'est les grosses écuries, les mecs qui sont hyper sponsors, hyper marqués. Ah bah là, il y a du marché là. Oui, mais pour autant. Ils sont quasiment, pas quasiment, je dis, mais quasiment obligés de faire du show, tu vois, à la pesée, à la présentation. Même s'ils vont se taper la main dans les vestiaires, juste avant, ils se poussent, limite ils se tapent dessus, mais ils se taperont pas dessus. Parce que, voilà. Pour les cramer, tu regardes, bon, même si ça fait longtemps, Georges Saint-Pierre, il vient du monde des arts martiaux. Quand il faisait ses combats, ça se voyait. Il y avait un côté un peu sobre. Voilà, après, il gagnait, il en mettait plein la tronche. Mais il y avait un côté sobre que, contrairement à d'autres que tu vois ils ont à peine mis le mec KO, ils courent dans tous les sens, on a l'impression que c'est le cirque. Pour moi, voilà, il est plus pratiquant martial parce qu'il garde quand même les valeurs, quel que soit ce qu'il fait, même s'il change un peu, parce que voilà, l'UFC, c'est quand même loin de l'art martial, il garde ces valeurs-là. Et pour moi, c'est ça qui est important, quel que soit que ce soit un pratiquant sportif, compète, tout ça, il doit avoir dans son ADN ces valeurs-là à porter, comme Ben disait. Si c'est pas fait pour être juste beau, accrocher un mur. C'est quand même des principes et des préceptes moraux et pas juste muraux où on les accroche et c'est beau. C'est clair. Mais enfin, du coup, sur tous les problèmes qu'on a évoqués là, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans la consommation des élèves, tous ces problèmes qu'on a évoqués, c'est l'origine, elle est souvent d'une marketisation de tout ça, quoi, d'une commercialisation un peu tout ça, quoi. Oui. Ouais. Enfin, c'est toujours un peu là, quoi. Dès que ça commence à devoir être rentable. Après, moi, je pense que ça reste important derrière de balayer devant sa porte. C'est-à-dire que moi, clairement, pour éviter tout ça, parce que je sais que la plupart de ces dérives, elles peuvent venir des compétitions. Et puis moi-même, je suis pas, ça me touche pas à la compétition. Je suis pas particulièrement intéressé, même si moi, j'y ai un petit peu touché, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais été champion de France non plus. C'est pas, ça n'a pas fait partie de moi à fond. Bah voilà, c'est pour ça aussi que je me dis, bah voilà, mon club, étant donné que ces gens-là sont mes élèves, bah, ils vont, entre guillemets, ils vont faire comme moi. Tu vois, moi, je leur montre la voie qui est aussi la mienne. Et je vais, pour éviter tout ça, bah, je ne les emmène pas en compétition. En tout cas, pas en compétition combat. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de combat. Au club, on met les plastrons, on met les protections, on fait du combat. Et en fait, parce qu'il y a des gens qui pensent que, tiens, chez Ben, ils font de la technique, tu vois. C'est le truc connu. Mais on fait franchement autant de techniques, poumsées, etc., que de combat. On en fait autant. Et en fait. Si tu fais du combat, il faut que tu prennes 40 kilos de muscles et puis que tu as un peu des bleus sur toi tout le temps. Là. Puis il faut que tu traces les cheveux aussi. mais voilà, en fait. Si tu n'as pas peur, tu fais combat. Mais on en fait du combat. Je fais juste pas de compétition. C'est pas la même chose. Et puis, voilà, je me dis que je parle de ces dérives-là en ayant un œil assez extérieur à tout ça, mais moi, je ne vais pas participer aux compétitions. C'est un choix et très honnêtement, je pense que c'est pas nécessaire. Même si ça peut être un grand boost, ça peut beaucoup aider. C'est pas nécessaire la compétition, je pense. Pour autant, quand on regarde très souvent, les experts actuels sont quand même passés par là. Tu vois, même les gens qui sont tradis, même les gens qui, voilà, tout ça, ils sont passés par là.
j'ai envie de dire autre temps, parce qu'à l'époque, c'était Ouais, tout à fait. pas la même chose. Moi, par exemple, je vis une époque dans le Nongomdo les arts martiaux coréens ont vécu à 30 ans, que les arts martiaux japonais ont vécu à 70 ans. Ouais. Tu vois, je vis une époque de développement, par exemple, les premiers championnats de France, moi j'y suis allé, on les a fait, on est allé avec mon club, on a tout remporté. Les deuxièmes aussi. On est allé en Allemagne, on a eu les titres aussi, etc. Parce qu'en fait, il y a peu de pratiquants, en fait. Et du coup, c'est un petit monde, donc on peut facilement, facilement non, parce qu'on a travaillé quand même. On a nulle part, ça n'a pas moins de valeur parce qu'il y a moins de gens. Il y a quand même eu une compétition. Mais il faut dire que c'est voilà, plus facile d'exister parmi ce petit monde. En fait, et du coup, d'avoir des titres, je pense que c'est pareil pour les anciens, qu'on respecte beaucoup maintenant. Ils ont eu des titres avant parce que c'était comme ça, un début de discipline, quelque chose qui arrive. Et voilà. Après, on ne parle pas non plus des Coréens qui se tapent dessus en Corée, c'est un peu plus sauvage, mais. Ouais. Ou au Japon, à l'époque où vraiment les compétitions, il n'y avait pas de plastron, pas de machin. Ouais, ça cognait. Hein. Donc oui, c'est autre temps. Tu vois. Puis, il n'y avait pas le même rapport, je pense, aussi à la violence que maintenant. Avant, se prendre une mandale, se prendre un coup, c'était quotidien. Et puis je pense, c'est beaucoup mieux accepté par les gens. Je pense que les gens d'aujourd'hui, la plupart des personnes qui débutent, n'auraient pas accepté un entraînement qui pouvait exister il y a 20 ans ou 30 ans, qui était beaucoup plus dur et plus cru, où ça frappait plus vite, tu vois. Là, après, j'ai l'impression que ça va dépendre des disciplines. Mais moi, personnellement, les gens qui viennent, même si je leur mets un plastron et que je leur dis de taper un peu, tu vois, je ne parle pas de défoncer, quoi. Je parle de taper. On a une protection. Tu peux taper, t'as pas mal. Il faut que ça fasse un peu de bruit, quoi. Sinon, tu n'as pas tapé. Les gens n'osent pas, tu vois. Ça dépend qui, hein. Comment? Ça dépend qui. Oui, après, ça dépend qui. Moi, j'ai des grands sourires et puis qui disent vas-y, tape. Et ben, ils tapent. Ouais, aussi. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont comme ça aussi. Hein. Très souvent, il y a deux profils. Mais pas méchant. En termes de débutants, je parle. Très souvent, il y a deux profils. Il y a le bourrin qui veut frapper super fort, mais pas du tout technique, et du coup, qui risque juste de blesser tout le monde n'importe comment, mais il va être content. Et il y a la personne beaucoup plus technique et plus intellectuelle derrière qui veut faire le truc propre et bien comprendre, mais qui va pas du tout taper. Et du coup, faut réussir à. Moi, j'ai vraiment un troisième profil. C'est la personne qui est très très 2020, c'est-à-dire pas d'empathie. C'est-à-dire, je suis une personne normale, sympathique, etc. Mais quand j'ai le droit de taper, je vais taper. Parce qu'on m'a dit de taper, si tu veux. Quand on m'a dit de taper, j'ai pas la responsabilité. J'ai pas la responsabilité, on m'a dit de le faire. Donc, du coup, je vais chercher fort chez moi, c'est rare, ça. sur un truc. Et moi, avec ça, on voit, tu vois, que c'est des gens qui ont des grands sourires et qui sont des personnes très sympathiques. Et ben, ils vont arriver à dégager un sabre comme un sagouin, ou à te casser un sabre en deux, ou à lâcher un sabre parce que trop de pression, etc. Donc, tu vois, du coup, en fait, ce côté. Et ça rejoint encore une fois tout le truc de la violence dont je parlais, tu vois, la violence cachée, la violence morale, la violence du truc. Donc en fait, maintenant, les gens, ils sont un peu déshumanisés. On reparle d'humanité encore. Déshumanisés dans le principe, et quand tu leur dis, vas-y, tu peux le faire, et ben hop, ok, je peux le faire. Ah, enfin, je peux y aller. Pourtant, ils sont très sympas, tu vois. Très cool, mais dans leurs actes, ils sont pas bons. Et quand tu leur dis que leurs actes sont pas bons, ils te disent, mais non, mais c'est pas vrai, j'ai fait attention, c'est toi qui m'as dit de le faire en plus. Tu vois, à ce côté-là, je veux pas avoir de responsabilité. Parce que de nos jours, c'est pareil, on nous dit qu'on est responsable de tout ce qu'on fait. Par exemple, moi j'ai toujours un exemple comme ça. Qu'est-ce qui est mal au McDo? Moi j'adore. Pourquoi? Parce qu'un jour, en fait, il y a un commercial qui était très 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 bon, qui a dit à ma mère, par l'intermédiaire d'une publicité, que si t'as pas d'argent et que tu veux faire plaisir aux enfants, tu dois les emmener à McDo parce que pour pas grand-chose, ils auront un bouffet et un jouet. Du coup, j'y vais, on construit des souvenirs là-bas, et du coup, on a un plaisir régressif à faire ce genre de choses. Pourtant, finalement, maintenant, je sais que c'est mauvais pour moi. Mais j'ai quand même ce plaisir d'y aller. Je ne suis pas responsable de l'avoir. Je suis responsable d'y aller ou pas maintenant. Oui. Je le sais. Mais je ne suis pas responsable d'apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Et de nos jours, on dit, par exemple, on avait l'exemple de la Julie Graziani là, qui disait, la femme, je ne sais pas si vous avez vu cette info qui était passée il y a quelques temps, c'était une femme qui se plaignait parce qu'elle n'arrivait pas à finir ses fins de mois auprès du président. Parce qu'elle avait divorcé, elle avait 2 enfants, etc. Et il y avait donc une députée, je sais plus, un personnage politique là, qui s'appelait Julie Graziani, qui disait mais attendez, cette femme, elle avait qu'à ne pas divorcer si elle n'avait pas d'argent, elle avait qu'à travailler à l'école. C'est automatique du fait de dire qu'on est responsable de tout. Et de nos jours, c'est vrai qu'on voudrait nous rendre responsables de tout. Ça rejoint ce que tu disais par rapport au travail, où en fait on cherche des responsables à tout. On veut se déresponsabiliser. C'est pas ma faute. Et quand on rentre dans ce truc, c'est la faute à qui, en fait?
dans ce truc-là, bah, c'est compliqué. Du coup, on arrive à des profils comme ça maintenant dans les clubs qui arrivent et qui se rendent pas compte qu'ils peuvent être violents. Ouais. On a du coup cette... Et ça, c'est bien pour le remettre en place pour les gens, dire aux gens, mais regarde, voilà, ça, tu fais ça, il y a tel effet sur la personne. Ah, mais j'avais pas vu. Chouette, tu commences à regarder les autres. C'est intéressant. Et quand tu vas vouloir te battre ou faire plier quelqu'un, bah, tu vas pouvoir aussi le regarder, en fait. Et ouvrir son regard sur une situation de combat. Ouais, et puis après, il va y avoir un transfert avec la vie de tous les jours qui... C'est exactement ça. Et nous, tu vois, en sabre, comme on peut pas s'attraper, tu peux pas choper l'autre et lui dire, vas-y, viens là, par terre, etc. Ouais. Elle marche parce que t'es par terre. Elle marche pas comme ça. Si l'autre refuse le combat, tu vois, il y a toujours un truc dans mon sabre, c'est t'attaques quelqu'un et l'autre il est déjà en train de reculer. Pourquoi? Bah parce que l'exercice il est comme ça. Ouais. Il est déjà sur l'action d'après. Donc tu sais, il y a toujours un truc pour te dire, tu peux lui dire qu'il est en train de reculer, mais en fait, sur un combat, tu peux pas lui dire. Donc bah il y a un truc qu'il va falloir aspirer, c'est le manipuler en fait pour qu'il ait envie d'être sur l'avant et que tu puisses rentrer toi. Ouais. Donc tu vois, il y a ce truc-là. Et donc tout ce langage non verbal, il est super intéressant parce que de nos jours, en plus, on nous enseigne pas à le regarder, on nous enseigne pas à le voir. Moi, j'avais déjà fait une vidéo en disant ça, donc je vais pas redire 3 fois la vie. Voilà, enfin tu vois, c'est vraiment ce profil d'élève-là et ça répond à ce problème de société-là. Pour moi, les arts martiaux, c'est vraiment... C'est un outil. C'est un outil. Et ah, ben complètement. Il y a quelques temps, j'étais au téléphone avec Nuno Damaso, puisque je ne sais plus pour quelle raison, je crois que je l'avais appelé parce que normalement, mi-novembre, je devais être en séminaire chez lui à Bâle et en fait, on venait d'avoir la nouvelle annonce de confinement. Et je l'appelais pour lui dire qu'on ne pourrait pas venir puisque en France, il y a à nouveau un confinement, etc., quoi. Et on avait parlé un petit moment. Et je lui avais dit, je ne sais plus comment on en est venu là, que alors que j'ai quand même fait pas mal de cours chez lui, une des plus grandes leçons que j'ai pris auprès de lui, c'était en dehors du cours, en dehors du dojo, où en fait après un cours on allait manger. On allait manger ensemble, lui et moi, dans un resto pas loin du club, on va régulièrement. Et on est allé avec sa voiture. Du coup, j'étais passager. Et puis, il y a quelqu'un qui, en voiture, lui coupe la route, fait un refus de priorité, tu vois. L'autre personne complètement en tort. Mais l'autre personne qui est devant, qui regarde vers nous, qui s'affole un peu, qui n'a pas fait exprès. Et puis, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui se seraient énervés, tu vois. Et en fait, Nuno, il est resté super cool. Il lui a souri et puis il lui a fait signe de passer, tu vois. Ouais. Et puis, il reprend et il me dit, il faut sourire aux gens, ils sont stressés. C'est très important. Et en fait, ce truc-là, tu vois, il m'a marqué et je me suis dit, c'est tellement vrai. Et j'ai remarqué que plus tu es bienveillant avec les autres et plus on te le rend, en fait. Et je veux dire, tu vas être fâché contre quelqu'un qui est fâché. C'est quelqu'un qui vient chez toi, qui est en colère, très facilement sera en colère avec, tu vois. Quelqu'un qui vient chez toi et qui est sympa, tu vas pas facilement. C'est les neurones miroirs, il paraît. C'est ma femme qui m'a dit ça hier. Les neurones miroirs. Oui. Tu vois quelqu'un fâché, tu te fâches. Bah oui. Oui, complètement. Ouais, il y a un effet de neurones mémoire, ouais, complètement. Et en fait, c'est vrai que ça s'applique très bien dans la vie de tous les jours. Et ça s'applique bien au club, ça s'applique un peu partout, tu vois. Et moi, personnellement, en tant que prof, je me dis, les gens viennent ici aussi pour relâcher leur pression, comme moi. Je veux dire, les gens ici ont aussi une autre activité en journée, ont un travail, etc. Et moi, j'ai la même sensation, j'ai le même sentiment. Moi aussi, je viens ici avec ma dose de stress, de problèmes, de choses auxquelles j'ai pas envie de penser quand je suis là, tu vois. Et je pense que moi, personnellement, bah, ça me fait aussi du bien d'être bienveillant avec eux, tu vois. Et depuis que je pratique auprès de Nuno, bah, on fait de la méditation au début du cours. D'abord, il y a quelque chose de très calme pour commencer, tu vois, pour mettre une barrière entre la journée et le cours. Et en fait, pouvoir parler calmement, accueillir les gens avec le sourire, tu vois. Et en fait, tout ça, je pense que c'est super important. Et je pense que c'est bien de pratiquer les arts martiaux et de vouloir faire à la dure, machin. Mais il y a l'art et la manière de le faire. Ouais. Et il faut pas, je pense, constamment vouloir être ultra dur avec tout le monde juste parce que c'est parce que tu es comme ça ou quoi. Je pense
je pense que ça n'aide pas les gens dans leur vie de tous les jours et ça n'aide pas à concevoir effectivement une société meilleure, quoi. Je pense que plus tu arrives à rendre les gens bienveillants, positifs, plus tu vas les motiver et plus déjà tu seras satisfait et puis tu vas transmettre de meilleures choses, quoi. Ouais, mais complètement d'accord avec ça, ouais. Carrément. Il faut. C'est pour ça que je finis mes vidéos avec la phrase avoir l'esprit guerrier dans le sens voilà déterminé, mais le cœur pacifique aussi, de transmettre de la bienveillance, comme tu disais, d'être positif. Et c'est ça aussi les arts martiaux, c'est de pouvoir vivre dans des situations comme on vit là pour l'instant qui sont un peu compliquées tout ça, mais de pouvoir marcher en paix et voilà, on doit être les derniers à être dans un conflit où voilà, il faut pouvoir le régler tranquillement. Tu vois, par exemple, la situation que tu as eue avec ton maître m'a rappelé une fois, quand j'étais un peu plus jeune, à Saint-Jean, il y avait un genre de poivreau qui commence à faire chier mon frère, tout ça, bidule, et je fais à mon frère, appelle pas, parce que moi, je vais lui en mettre une à ce mec-là. Tu vois, t'es jeune, tu dis, bon, bah voilà, le mec, je le sentais pas trop, je me dis aussi bien, ça va partir. Adré, mon frère, appelle mon père, il arrive, je me dis, bon, bah, il va lui dire qu'est-ce qui se passe, tout ça. Non, il s'est assis avec lui, ils ont discuté. Parce qu'il arrivait, il n'est pas arrivé dans le sens qu'est-ce que tu fais, mes gamins, putain, moi, j'étais un peu tendu parce que je me dis, putain, voilà, par rapport à la situation, je me dis, ça peut partir, vaut mieux que je reste vigilant. Non, mon père, il est arrivé, il lui a dit bonjour, ils se sont assis, ils ont discuté, fin du conflit. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ouais, les arts martiaux, ça doit être comme la situation que ton maître a fait, comme ces situations-là, où on doit pouvoir régler des conflits. Après, avec, on va dire, en parenthèse, l'aura qu'on a et la bienveillance. Il me l'a dit aussi quand justement j'en parlais au téléphone avec lui, pour rappeler l'image qu'on n'est pas des surhommes. Il a dit, je me suis comporté comme ça avec lui aussi, parce que si un jour c'est moi qui suis dans sa situation, j'aimerais aussi qu'on se comporte comme ça avec moi. Tu vois. Ouais. Donc il n'est pas en train de dire je suis tout le temps bienveillant, il n'est pas en train de dire je suis tout le temps très calme et posé et tout ça. C'est comme je disais tout à l'heure, la différence entre nous, ceux qui pratiquons les arts martiaux et puis les personnes qui ne pratiquent pas. Peut-être que c'est aussi le fait qu'on arrive parfois à prendre du recul, à réfléchir avant de réagir et tout ça, tu vois. Et c'est son cas aussi. Et puis comme il le dit, il reste un humain et qu'il pourrait tout à fait un jour venir et être ultra énervé. Et il espère pouvoir tomber sur une personne qui peut-être sera comme lui, bienveillante, conciliante, tu vois. J'ai des tas d'exemples pour moi personnels comme Nuno a vécu, enfin comme tu as vécu avec lui, puis comme le père de Julien, et des réactions très diverses. Il y a des fois j'ai réussi à être tellement zen et calme. Mais serrer la main à des mecs quand ils ont les bonnes journées, etc. Figé, là, chez Franck. Limite, ils voulaient et des fois, tu sais, genre, à me taper avec des mecs bourrés, quoi, tu vois. Enfin, moi, étant sobre, tu vois, à foutre deux mecs par terre parce que, en plus, c'était mal fini cette fois. Enfin, voilà, mais les arts martiaux m'ont aidé des fois, et puis des fois, ça m'a pas aidé, quoi. J'ai toujours appris. Ouais. On apprend. Après, de plus en plus, avec le temps, tu vois aussi le danger de ce qui peut se passer. Ouais. Il y a plein de fois où tu sais ça, en fait. Tu vois, et régler le problème de manière pacifique ou alors très rapide et très directe. Tu vois, comme certains le montrent, des fois, il n'y a pas besoin de montrer ça, il y a certains qui savent très bien faire. Soit il faut être très direct et très rapide, de savoir comment tu t'en vas, ce que tu fais, etc. Mais par exemple, tu as la famille à côté, tu es avec ta famille, etc. Enfin, c'est ça. C'est compliqué, là. La prise de risque, elle n'est pas la même. Toi, te faire poignarder alors que toute ta famille est là, etc., c'est pas la même chose. Enfin, tout ça pourquoi, au final, peut-être même, effectivement, après, je veux dire, le fait de vouloir se défendre. Personnellement, c'est vrai que si les mecs, ils sont 4, s'il y en a un qui a un couteau, machin, alors t'as beau avoir fait des formations, on te dit tu repères le leader et tu tapes le leader, machin, c'est bien, c'est une chose, mais est-ce que j'ai envie de prendre le risque? Est-ce que ça vaut le coup, tu vois, pour filer mon porte-monnaie? Ou de toute façon, j'ai jamais de cash dedans, ça sert à rien, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a une autre chose. Moi, il y a une autre chose que j'ai en tête. Alors, j'ai rarement vraiment eu à faire face à des situations de ce genre parce que je suis assez cool et sympa et du coup faut quand même être très bon pour pouvoir s'embrouiller avec moi, quoi. Faut le chercher, quoi. Et je sais pas d'où faut le chercher, mais je m'embrouille quand même rarement. Les personnes
je me dis que c'est une responsabilité de savoir faire tout ce qu'on a appris et que moi, j'ai pas envie de taper un gars et de me dire que si le mec sur le moment, si j'ai du bol et qu'au moment où je frappe, il est ultra relâché et qu'au moment où je frappe, ben, je vais pouvoir le mettre KO ou je vais lui péter un truc ou machin. J'ai envie, moi, sauf si, voilà, si maintenant il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui est en train d'agresser ma mère, je le fume. Mais si c'est juste moi, quelqu'un qui veut s'embrouiller avec moi, je préfère éteindre le conflit avant, si je peux, plutôt que de me dire derrière, à partir du moment où le conflit commence, sous stress, sous adrénaline, qu'est-ce que je vais faire et dans quelle mesure est-ce que je vais contrôler tout ce que je fais? Parce que aux yeux de la loi, c'est un très long débat, mais les gens, aux yeux de la loi, en général, pour les pratiquants d'arts martiaux, ils vont considérer que, notamment si tu es enseignant, notamment si tu es gradé, que tu es censé être en total contrôle de tout ce que tu fais. Oui, complètement. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pas vrai parce qu'on reste humain et on reste des personnes liées au... Comment? En fait, c'est une circonstance qui peut être aggravante si jamais tu te fais choper. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, voilà, moi j'ai conscience parce que parfois, et c'est pas du tout, je m'estime vraiment pas supérieur à qui que ce soit. Je pense que je peux me faire péter la gueule par n'importe quel mec dans la rue parce que ça peut être un concours de circonstances, parce que le mec il peut avoir un truc dans sa poche que j'ai pas vu ou je ne sais quoi. Mais je pense que ça nous est tous arrivé de devoir. Moi, c'est dans ces moments-là que je me rappelle. En fait, ouais, il y a une différence entre les gens qui pratiquent et les gens qui pratiquent pas. C'est que quand tu fais un tout petit peu de sparring avec un débutant, même parfois les mecs qui jouent Ekaïd et qui sont ultra baraqués ou quoi, souvent c'est même les plus nuls. Et oui. Tu fais du sparring avec eux et tu te rends compte qu'en fait, tu arrives à les toucher tout le temps, que tu arrives tout le temps à te protéger et tout ça. Alors, tu es dans un cadre, tu es dans un truc, mais tout ça dans la rue, je m'en souviens et je me dis que il faut se rappeler que même si nous, on a l'habitude en taekwondo d'aller frapper dans un pao, dans un bouclier avec nos poings, avec nos pieds, que tu fais ça dans la gueule d'un mec, c'est très, très puissant, quoi. Il ne faut pas l'oublier, c'est dangereux. Donc, je ne dis pas qu'on est des surhumains et que et que je suis Ken le survivant, je vais taper le mec plein de fois et qu'il va mourir avant de s'en rendre compte, tu vois. Mais ça peut arriver. Et bien sûr que je vais quand même entrer au conflit sans problème si c'est nécessaire. Comme l'a dit Didier Bédard, j'ai fait un stage avec Didier Bédard où il disait ce truc justement il faut éviter le conflit, c'est évident, mais par contre, il ne faut pas non plus se laisser marcher dessus, quoi. Donc, ne pas se battre, ne pas subir. Mais c'est ça. Ouais, c'est le. Oui, et puis en fait, il faut savoir quelle est sa limite. Oui, voilà. Mais moi, dans la mesure où je peux l'éviter le conflit, je l'évite. Mais des fois, il y a des situations qui sont. En fait, il faut savoir aussi identifier les situations. Et ça, c'est aussi différencier un peu beaucoup les arts martiaux des sports de combat, des systèmes de self-défense. C'est que le système de self-défense, il s'axe beaucoup là-dessus, sur identifier les situations, le mindset, etc., le mental. Savoir observer le mec qui est louche, savoir te placer dans la rue. Le basculement aussi, le basculement en mode combat, etc. Et c'est un truc qui est dommage parce qu'on devrait, nous, l'intégrer plus dans les arts martiaux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est important. Moi, je fais du sabre. Pourtant, je suis assez chiant là-dessus, quoi. Je donne ça à mes élèves le plus possible. Parce que justement, ça permet, comme ils sont ouverts, puisqu'on fait des arts martiaux, on fait du sabre et que ça sert à rien, on peut travailler là-dessus sur quand est-ce qu'il faut y aller. Quand ça a commencé, il faut y aller. En fait, ça, encore une fois, ça me fait penser à une chose que Nuno m'a dit un jour. Parce que maintenant, Nuno. Nuno, il dit comme moi. Comment Nuno, il dit comme moi. Non, mais en fait, effectivement, si vous voyez un jour, si vous le rencontrez ou si vous voyez une vidéo, vous verrez que c'est quelqu'un qui est très calme. J'en ai vu, on a eu deux, trois échanges vite fait. Il avait quelques commentaires sur des vidéos, des trucs comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très, très calme, très posé, très machin. Et il y a quelques années, il n'était pas comme ça. Il y a quelques années, c'était un peu une tête brûlée. C'était quand il était compétiteur. Tu vois, sur lui, c'est l'ancien nerveux. Ouais, c'est exactement, c'est un ancien nerveux, tu vois. En fait, on en a déjà parlé et il m'avait dit
la bête, elle est toujours là. Ouais. Et quand je veux, je la réveille. Mais voilà. C'est juste ça la différence, c'est que. Dans la cave. C'est ça. La bête, elle dort, tu vois. Voilà, elle est dans la cage. Il m'a dit, mais quand je veux, je la réveille. Et quand je veux, elle ressort, tu vois. Donc, elle n'est pas morte. Là, c'est le switch. Il peut switcher. Et je pense, j'ai aucun doute là-dessus. Il peut switcher sur demande. Mais pour moi, c'est ça les arts martiaux, c'est savoir se contrôler. Et souvent, on pourrait croire qu'un pratiquant haut niveau est en train de vriller, on va dire. Mais aussi bien, il est en train de s'énerver avec contrôle. Et ça, pour moi, un début des arts martiaux, c'est si j'ai envie d'être énervé, j'ai envie. Et c'est pas la situation qui va me rendre, on va dire, à m'énerver. C'est si j'ai envie de lâcher la bête, c'est moi qui la lâche. C'est pas elle qui sort toute seule. Oui, pour moi, c'est un contrôle. Ouais, pour moi, c'est une des valeurs aussi des arts martiaux de voilà. Quand je veux, c'est pas la situation qui va faire. Je subis pas la situation en fait. Ouais. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup les gars, Ben, Julien, Benjamin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Super moment de discussion. On pourrait passer des heures à discuter en fait. On s'est rendu compte qu'on s'arrête parce qu'on s'arrête, mais. Ouais, en fait, on se force à arrêter parce que sinon, on est encore là à 22h et. Carrément. À réagir dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous ont interpellé ou des questions que vous avez. Il se peut fortement qu'on poursuive tout ça par des lives. Donc on tiendra tout le monde au courant pour ça. Des lives avec d'autres youtubeurs, notamment Marvin de la chaîne Corps et Free Martial, qu'on a envie de voir avec nous. D'autres personnes aussi. Ce serait bien de trouver des enseignantes. Ouais. Oui. D'arts martiaux, youtubeuses. Oui. En fait, le point commun entre nous tous, c'est qu'on enseigne plus ou moins tous ces arts martiaux et qu'on a une chaîne YouTube. Et voilà, moi, c'est ce point de vue-là que j'ai envie de voir, voir des communicants et qu'est-ce qu'ils en pensent. Quoi. Ok. Voilà, et donc du coup, ce serait cool de trouver des femmes parce qu'il n'y a pas de raison, c'est des pratiquantes. Ouais. Et donc, comme disait Benjamin, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions. Abonnez-vous aux 3 chaînes, hein, parce que c'est vite fait de cliquer. Ouais. Toutes les chaînes seront en description du truc. C'est gratuit et facile. Voilà. Et en plus, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à développer nos chaînes, mais aussi à développer les arts martiaux. Le vrai message des arts martiaux. Complet. Voilà. C'est pour vous qu'on fait ça. Bien. Allez, merci à tous. Merci. Et à ciao. Ciao. Et on garde l'esprit guerrier et le cœur pacifique.